Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Monster Squad, l'émission qui dissèque les icônes de l'horreur. Ça fait littéralement des années qu'on parle d'une émission sur Freddy Krueger avec Julien Dupuis et ça y est, on y est enfin. Pendant cette saison de Monster Squad, on va s'attaquer à des monstres, à des boogeymen, à des créatures, à des sagas, mais aussi aux personnes qui sont derrière nos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, direction Springwood, on va parler de Freddy Krueger et de la saga Les Griffes de la Nuit. Et pour disséquer cette créature de rêve, j'ai avec moi deux autres créatures de rêve. Julien Dupuis. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, je pense que tout le monde te connaît, évidemment, de Capture Mag, des docus que tu réalises. Tout le monde me connaît. Tout le monde te connaît. Julien, pour ceux qui n'ont pas l'image, je vous conseille d'aller sur YouTube parce que Julien n'est pas venu tout seul. Mais c'est pour les motiver, ne dis pas. Il est venu avec un accessoire incroyable. N'est-ce pas? D'époque. Et il me voit en 3D du coup. Voilà, c'est exactement. C'est très impressionnant. Et j'ai aussi avec moi Élodie Denis. Salut Élodie. Salut. Donc toi, peut-être que les gens ne te connaissent pas, sauf s'ils sont venus aux séances paniques où ils ont pu te croiser comme tu étais invité quelques fois. Mais tu écris aussi des romans, des nouvelles, tu écris dans New Noise et dans La 7e Obsession. C'est ça. Et je suis ravie de t'avoir avec moi pour cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur notre sponsor. Monster Squad est soutenu par Shadows, la plateforme de streaming 100% cinéma de genre. Horreur, thriller, fantastique, vous pouvez retrouver près de 500 longs et courts métrages, des classiques, des films cultes, des pépites et des exclusivités. Vous pouvez aussi bénéficier d'un mois gratuit avec le code Monster Squad pour découvrir la sélection que Capture Mag vous a faite sur shadow.fr. Tous les détails seront dans la description de l'émission. On vous a fait une grosse liste, on a poncé tout le catalogue, on a mis beaucoup de films, donc vous aurez de quoi regarder et voilà, donc Alain vous mettra tout ça dans la description. J'en profite aussi pour remercier les tipeurs parce que pour pérenniser l'émission, on a besoin de vous. Les sponsors ne sont qu'un complément de votre soutien et c'est vous qui êtes les garants de notre indépendance. Donc pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee, KissKissBankBank, Patreon, mot-clé Capture Mag. Donc en 1984, Wes Craven révolutionne le slasher une première fois, avant Scream en 96, mais ce sera sûrement l'objet d'une autre émission. Sans moi. Avec plaisir, sans toi. On a des candidats. Et donc il révolutionne le slasher en introduisant l'élément fantastique avec un boogeyman d'un nouveau genre, Freddy Krueger. Donc Freddy Krueger, je pense qu'on le connaît tous, même les gens qui ne sont pas spécialement fans d'horreur, puisque il est devenu en fait une icône de l'horreur au même titre que Michael Myers ou Jason Voorhees. Donc pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'est ce boogeyman avec un pull miteux rouge et vert, avec un chapeau tout aussi miteux et surtout cette main gantée avec de longues griffes, de longues lames acérées. Mais du coup, première question pour mes deux invités, c'est quoi pour vous Freddy Krueger et comment vous l'avez rencontré ? C'est moi qui commence, Élodie. Alors moi, avant de voir les films, en fait, j'ai découvert Freddy Krueger vraiment en kiosque, c'est-à-dire dans la civilisation pré-internet. C'était souvent dans les kiosques. Enfin moi, en tout cas, je me tenais informé des nouveaux courants, tout ça et tout, dans les maisons de la presse, quoi. Voilà, où je traînais, je feuilletais et tout. Et en gros, au milieu des années 80, parce que moi je suis un vieux, t'avais d'un côté les magazines avec plein de posters de Stallone, avec les muscles huilés comme ça pour les jeunes gens là, comme ça ils pouvaient l'afficher et faire des pompes en le regardant, et il y avait plein de magazines en fait sur Freddy. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Je pense que le 3 devait être sorti en salle, quoi, à cette époque-là. Et j'avais été très marqué, moi, par l'image de ce gamin avec les veines coupées, comme ça, qui sortait, qui était transformé en marionnette dedans. Voilà. Et j'ai découvert Freddy avec le 4, moi, que j'avais vu chez un copain qui avait Canal. Et puis après, ça s'est déroulé là. Et le premier que j'ai vu en salle, par contre, c'est le 6. C'est ça, ce Freddy, le Freddy en 3D, ça c'était vraiment une expérience très très difficile. Mais après, voilà, j'ai vu rapidement. Mais tu l'as vu en salle avec ses incroyables lunettes, quoi. J'ai vu en salle en 3D, du coup, je me rappelle de la 3D de ce Freddy-là. Il y avait, en fait, c'était marrant parce que il faisait un relief qui faisait hyper mal au crâne. Moi, j'ai jamais eu trop mal au crâne avec le relief, mais alors là, pour le coup, on avait tous une migraine épouvantable en sortant de la salle. Et le seul effet 3D qui fonctionnait, c'est
quand elle passe en fait dans le monde en 3D, quand elle indique qu'il faut mettre les lunettes et tout, l'héroïne, elle met sa main en fait devant comme ça, et là ça marchait en fait. Là t'avais un vrai effet de jaillissement qui était sympa et tout, mais tout le reste j'ai aucun souvenir d'effet 3D qui m'est marqué, alors que le film tente ça, quoi, voilà. Donc ça avait été vraiment une très grosse déception, mais moi j'aimais déjà beaucoup Freddy à cette époque-là. Je pense que je les avais déjà tous vus, et j'aimais Freddy pour diverses raisons. Et toi, Elodie? Eh ben, moi, je suis née en même temps que Freddy, donc je l'ai évidemment pas découvert au cinéma à sa sortie. Mais je me souviens très bien, en fait, quand j'avais 15-16 ans, ma famille a aménagé dans une petite ville de garnison qui était super glauque, qui ressemblait un petit peu à Springwood. C'était Mourmelon-le-Grand. Tristement célèbre parce qu'il y a eu un serial killer, en fait. Ouais. Et donc, il y avait rien à faire dans cette ville. Tu sentais dans l'ambiance que ça pesait ce qui s'était passé. En fait, pendant les années Freddy, il y a eu des morts entre 80 et 87. Et t'avais rien à faire le week-end quand t'avais pas ton permis, ce qui était mon cas. T'allais au vidéoclub avec les derniers aussi jeunes appelés qui faisaient leur service militaire, et t'allais chercher des films. Et quand j'ai vu Freddy, il y a eu un phénomène d'écho, parce que non seulement j'étais dans cette petite ville où tous les matins je prenais le car, je luttais contre le sommeil quand j'allais en cours, et le week-end je me faisais chier. Et en fait, t'avais cette ville glauque dans laquelle il y avait eu des morts, Springwood. Et t'as cet effet que dans Freddy, quand les jeunes meurent, c'est la double peine, parce que en plus c'est vu comme des suicides, comme un meurtre. Tu vois, Tina et Rod, ils partent en prison à cause de ça. Et ça titille ce sens de l'injustice quand t'es jeune et que tu regardes ça. Et ça correspondait à la réalité où, à Mourmelon, en fait, les appelés, ils étaient vus comme des déserteurs, et ça a mis du temps à être identifié comme des meurtres. Donc en fait, ce qui est marrant avec Freddy, je trouve que c'est, pour un slasher, t'avais un effet de réalisme quelque part dans ma vie, et en même temps t'as cet effet d'onirisme, de séquences pas possibles, et ça, je pense que c'est lié aussi au fait que Wes Craven a une formation de psychologue et qui a été prof à la fac, donc même si quand il fait Freddy il a 45 ans, je pense qu'il connaît bien les jeunes, et il y avait une espèce de vérité pour moi dans Freddy, en fait. C'était déjà méta avant l'heure, quoi. Et c'est ça. Il y a un truc aussi, tu parlais des vidéoclubs, moi je me rappelle aussi que Freddy c'était là une des stars des vidéoclubs, c'est-à-dire que les affiches de Melky, parce que nous on n'avait pas les très belles affiches de Matthew Peak américaines qui sont superbes, quoi. On avait les affiches de Melky qui sont superbes d'un autre genre, c'est beaucoup plus bourrin, c'est voilà. Mais en même temps, elles étaient très marquantes, en fait, ces affiches-là. Je me rappelle on peut même en parler un peu de Melky, celui qui faisait toutes ces affiches dans les années 80, et il les faisait avec sa propre imagination, parce que souvent, en plus, il n'avait pas vu les films. Ouais, c'est ça. Donc souvent, c'est pour ça qu'à cette époque-là, parfois, les affiches ou les jaquettes des VHS étaient mieux que les films en question. Mais en fait, je trouvais que c'est relativement raccord, en fait, avec les Freddy aussi. C'est-à-dire peut-être plus d'ailleurs que les affiches américaines, d'ailleurs. Il y a un truc dans le côté bourrin, dans le côté grand guignolant, avec le grand guignolesque plutôt, avec les couleurs, en fait, qui éclatent dans tous les sens et tout, qui fonctionnent très bien, quoi. Sur l'affiche du 3, pour l'anecdote, parce qu'à Panic Cinéma, on avait fait une séance Freddy 3 et on l'avait invité, et il nous a expliqué que il n'avait pas vu le film, on lui avait pitché 2-3 trucs, et on lui avait dit qu'il y avait cette scène du gamin avec les marionnettes, accroché sur son lit, et en fait, il s'était pris en photo lui-même sur son lit, et il s'est dessiné lui-même, en fait. Donc c'est lui qui est sur l'affiche de Freddy 3, sur l'affiche française en tout cas. Personnage, Melky. Exactement. Tu parlais tout à l'heure, Elodie, de Wes Craven. On va peut-être revenir déjà sur la jeunesse de Freddy. Comment est né Freddy Krueger? Je pense que c'est vrai que quand Wes Craven fait Freddy, c'est pas Sam Raimi qui fait son film à 21 ans, c'est quand même un type de 45 ans, donc tu sens la maturité, qui a fait des études de psycho, de philo, qui a été prof à l'université d'humanité d'anglais, et je pense qu'il aborde le genre dont il a toujours été fan avec un petit recul, avec un petit côté intello quand même, en fait, pas intellectualisant mais un peu intello, et il met comme ça des choses qu'il a appris en psycho sur le rêve. Il a été très marqué par une anecdote d'un gamin qui s'était tenu éveillé parce que sa névrose c'était de craindre le contenu
contenu de ses cauchemars. Donc le gamin s'était tenu et éveillé et en était mort au bout de quelques jours. C'était des Mongs, c'est ça, et ils avaient été martyrisés, ses parents avaient été martyrisés, ils avaient fui Pol Pot, quoi, en fait. Ouais. Et c'était, ses rêves étaient nourris justement des massacres de Pol Pot, quoi. Voilà, donc il intègre ça. Oui, parce que, pardon, je reviens, mais parce que c'est pour compléter l'anecdote, il disait qu'il avait lu pas mal d'articles de presse sur ça, et que justement les parents, sur 2 ans, je crois, hein, ils avaient été espacés. Et qu'en fait, les parents avaient retrouvé ce que lui après a mis dans le film, des cafetières et les somnifères planqués qu'il n'avait pas pris, et c'est quelque chose après qu'il a mis dans le film, quoi. Voilà, et cette tension entre les adultes et les jeunes, et je pense que c'est vrai que Wes Craven il a utilisé un peu ses études de psycho au moment où il bosse sur le scénario. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que c'est quand même un prof qui s'est mis à développer à s'intéresser au cinéma en passe-temps, en hobby, quoi, sur des films de 16 mm, et qui faisait ça comme ça quand il avait le temps, qui a réussi à faire un petit montage et qui s'est projeté comme ça dans le cinéma, et qui en 72, quand il fait La dernière maison sur la gauche, il est déjà en fait un inventeur de forme, parce qu'en fait Wes Craven c'est un peu un malin, en fait, et c'est quelqu'un qui réfléchit au cinéma, qui l'aime profondément, mais qui aime réfléchir et qui aime inventer des formes. Et je pense que Freddy l'a abordé comme une réinvention du slasher, comme tu le disais en entrée, de la même façon que la dernière maison sur la gauche, ça invente un peu le Rape and Revenge, donc, et après tu l'annonçais au niveau de Scream, il y aura le néo-slasher, donc c'est aussi un inventeur de forme, je pense, on peut dire, Wes Craven, et que quand il bosse ce scénario, il a peut-être envie d'insuffler ce qu'il a vu en Psycho, de d'étendre un peu l'univers du slasher. Ouais, moi, j'ai jamais été un gros fan de la réalisation, de la mise en scène, en fait, de Craven. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que c'est un mec qui a des concepts qui sont hyper forts. Après, ce qu'il en fait, ça, c'est autre chose, quoi. Et je suis pas toujours, moi, fan de ce qui fait des concepts. Et d'ailleurs, je suis pas fan du premier Griffe de la Nuit. Moi, je trouve pas que je trouve qu'il a posé un truc qui était formidable, en fait, qui était une idée géniale. Et je trouve qu'il y a des scènes qui sont super réussies dans les Griffes de la Nuit. Après, je pense que la franchise va vraiment prendre son essor dans les films suivants, quoi. Mais par contre, c'est vrai que le concept, il est génial. Le truc aussi qui est super, c'est avoir cette idée de travailler sur le sommeil et sur le rêve. C'est-à-dire que le sommeil, il me semble, en tout cas, quand tu es adolescent, tu as une conscience du sommeil que tu n'as pas quand tu es enfant. Tu peux commencer à avoir tes premières insomnies, t'expérimentes tes premières nuits blanches, et alors que quand tu es enfant, en gros, tu tombes, quoi. Tu te poses moins de questions, à moins d'avoir des troubles, etc. Mais en règle générale, c'est plutôt ça, quoi. Et je trouve que c'était une super idée, en fait, de jouer sur cet univers onirique, en fait. C'est un champ des possibles qui est absolument magnifique, et en particulier pour le cinéma d'horreur. Et là où il est très bien tombé, c'est que Les Griffes de la Nuit, je crois qu'il a mis 2 ans, en fait, avant de trouver un producteur et de trouver un financement. Avant Ngdonche, qui avait une boîte qui était New Line, qui vivotait, qui était au bord de la faillite quand il a tourné Les Griffes de la Nuit, se disent banco, allez, on y va, on va essayer de monter ce film-là. Mais il est arrivé pile au bon moment, c'est-à-dire qu'il est arrivé au moment où il y avait tout un tas d'artisans, notamment en termes d'effets spéciaux, qui étaient capables, en fait, de donner vie à ça. Et la franchise va vraiment se nourrir de ça. Et va vraiment décoller à partir, alors un tout petit peu sur le 2, mais vraiment à partir du 3, où les gars vont vraiment pouvoir s'exprimer et démontrer tout leur savoir-faire. Et il n'y a aucune autre franchise, en fait, dans le cinéma d'horreur qui va leur permettre de s'exprimer comme ça, quoi. Ouais, parce que ça, faut qu'on revienne un peu sur ça. En fait, à l'époque, donc Wes Craven, lui, il avait réalisé 2 films. Il se donne 6 mois pour écrire ce scénar et essayer de le vendre. Et comme tu disais, il n'y arrive pas. Je crois qu'à un moment, Disney est vaguement intéressé parce qu'ils veulent un peu édulcorer le truc pour le faire pour les enfants. Évidemment, il veut pas. Paramount ne veut pas parce qu'ils sont en train de développer Dreamscape, je crois, au même moment. Et du coup, justement, ils rencontrent Bob Shaye et New Line, qui à l'époque, je crois qu'ils ont produit quelques films, notamment de John Waters. Et c'est vrai qu'aussi, peut-être qu'on brûle les étapes en parlant déjà, mais c'est vrai qu'il est important dès le premier film, Bob Shaye, en fait, et New Line, parce que pour le pire et pour le meilleur, d'ailleurs. Ouais, voilà, et ça, on le voit tout au long de la saga. Il veut toujours des rôles dedans, il veut toujours tout contrôler. Mais sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu ce film-là, en fait. En fait, je pense qu'il y a un couple de prod qui agit sur les Freddy. C'est-à-dire qu'il y a Don Cheadle d'un côté, il y a Rachel Talalay de l'autre, qui va donc réaliser un des Freddy plus tard. Et tu vois tout à fait que lui, c'est bad cop, good cop, quoi. C'est-à-dire que Rachel Talalay, elle était sur le terrain, elle essayait de gérer ces tournages qui étaient de toute façon
systématiquement cauchemardesques. Hein. C'était très très dur de tourner des Freddy. Ils étaient tournés en catastrophe, avec des délais délirants, dans des conditions extrêmement précaires et tout. Et elle essayait en fait en gros de garder l'équipe, quoi, de faire en sorte qu'ils ne partent pas tous. Et t'avais Don Cheadle de l'autre côté qui lui poussait à fond et à... Je sais pas trop ce qu'il a apporté de bien en fait, Don Cheadle à la saga. Hein, Bob Shea. Bob Shea, ouais, mais je sais pas trop. Oui, Don Cheadle, c'est Cinefex. Je sais pas trop ce qu'il a apporté de bien en fait à la saga Bob Shea. C'est-à-dire qu'il a eu la vision. Il a greenlighté, il l'a greenlighté, puis je pense qu'il a vu le potentiel du personnage aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est marrant parce que c'est vrai que tu parlais de Dreamscape qui pourrait être sur le même truc, mais en fait, la grosse différence, c'est qu'il y a Freddy et que Freddy, et là, je pense que le talent pour le coup de Wes Craven, c'est là où, au niveau du concept, il est hyper fort. C'est avoir cette idée d'avoir un personnage qui est à la fois emblématique, qui peut cristalliser plein de trucs. Ce qui est super de Freddy, par exemple, c'est qu'il est plutôt fluet. Ça, moi, j'ai toujours adoré en fait cette idée-là. C'est vrai qu'on a un peu brûlé les étapes parce qu'on voulait parler un peu du personnage. On a très vite, parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout dire d'un coup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du personnage. Ouais. C'est vrai qu'il il est très différent des boogeymen qu'on connaît, comme Jason Voorhees et Michael Myers. C'est pas une force brute. Voilà. C'est ça qui est super de Freddy, c'est que c'est un mec fluet, c'est une crevette, quoi, en gros. Enfin, moi, je l'ai toujours appréhendé comme ça, quoi. Et parfois, d'ailleurs, il s'amuse à devenir musclé ou des choses comme ça. Freddy. Mais il est plutôt fluet. Il est grandiloquent puisque t'as Robert Englund qui cabotine de ouf sous le maquillage, quoi, qui a un truc presque de slapstick. Je vais peut-être pas me lancer là-dedans, mais oui, mais tout au long de la saga, il y a une évolution vers le slapstick. Mais clairement, enfin lui, il joue clairement d'un truc, c'est presque du cinéma muet. Et c'est marrant parce que dans le premier, je crois que c'est la scène avec Nina, non, c'est ça, où il apparaît derrière un arbre en fait. Freddy, Tina, ouais, c'est ça. Et c'est un arbre tout mince, en fait, il apparaît derrière. Ça, c'est un truc que tu voyais chez les Buster Keaton, chez les Laurel Hardy, tous ces trucs-là, en fait. Et lui, il joue beaucoup de ça, en fait. Et puis, il a une pantomime qui est hyper intéressante. C'est-à-dire, il a ce truc où il est un peu. Le western, oui. Ouais, il est un peu, mais tu sais, il est un peu désarticulé. Enfin, il est asymétrique quelque part dans la silhouette du personnage parce que le gant était très lourd à porter, mais il l'a assumé, en fait. Ça fonctionne super bien, par exemple. C'est ce que tu disais, le côté cold, c'est l'acteur Robert Englund disait qu'il voyait ça un peu comme un cowboy qui avait son truc dégainé. Mais moi j'aime surtout le côté en fait qu'il soit un peu lourd d'un côté en fait et qu'il puisse courir et tout, et où tu te dises effectivement Jason en fait tu le vois parce que il faut quand même. L'éléphant dans la pièce, c'est ça, c'est que t'avais à l'époque aussi, alors ça pour le coup vous êtes trop jeune je pense, mais t'étais pro Schwarzy et Freddy ou t'étais pro Stallone et Jason en fait, en gros c'était ça chez les gens de ma génération, mais Jason c'était le côté plus réaliste, plus cru on va dire, plus viande crue, bah si c'était quand même ça. Oui mais il va quand même dans l'espace. Alors que, ouais non mais ça c'est à la toute fin, c'était déjà beaucoup plus tard, alors que Freddy c'était du merveilleux horrifique quoi, c'est ça, et Schwarzy dès le début, même avant Total Recall, c'était Terminator, c'était Running Man, pardon, voyons, je suis fatigué ce soir. C'était Running Man, c'était voilà, il y avait déjà Conan le Barbare évidemment, donc il y avait déjà et le Destructeur, donc il y avait déjà un truc où il y avait une dimension des mesures. Voilà, c'est ça, presque comic book, etc. quoi. Et ces deux univers fonctionnaient aussi de pair. C'est aussi des trucs des années 80, c'est pour ça que je le remets un peu dans le contexte, je me permets. Je t'en prie. Cette petite aparté. Et l'autre idée, je trouve géniale aussi dans le concept de Freddy, c'est l'idée de lui foutre ce chapeau et de lui mettre aussi ce pull. Qui était jaune, je crois, et rouge à la base, en fait, dans ce qu'il voulait Wes Craven, avant qu'il réalise que ces deux couleurs-là, c'était celles qui étaient les plus antinomiques. C'est ça, qui provoque un sont les moins agréables à l'œil. Les moins agréables à l'œil, ouais. Et en fait, l'idée qui est super, et ça, pour le coup, c'est une idée de cinéma, je trouve, c'était de se dire, voilà, on va lui donner des marques graphiques qui sont extrêmement fortes, qui vont au-delà du masque de Michael Myers, au-delà du simple masque aussi de Jason Voorhees. Ils n'ont pas vraiment de costume, ces personnages-là, ils ont juste un bleu de travail, on va dire comme ça, parce que Freddy est une créature polymorphe qui se métamorphose tout le temps, et du coup tu peux reprendre ces schémas qui sont hyper faciles à identifier visuellement, et tu te dis ah oui c'est Freddy, mais c'est Freddy en serpent, c'est Freddy en voiture. Freddy en voiture, voilà, mais tu t'en fous en fait, tu déclines le truc, et ça ça marche, ça fonctionne hyper bien, et je pense aussi que c'est un truc qui vient du cartoon, qui est l'autre grande influence aussi de Freddy, je pense. Freddy, voilà. Et peut-être qu'on peut revenir aussi un peu sur la mythologie du personnage, parce qu'on a parlé du rêve, mais peut-être qu'on peut revenir sur le fonctionnement de Freddy, comment il s'attaque à ses victimes.
Ouais, alors Freddy, bon, les règles, c'est que il t'apparaît dans tes cauchemars si tu es de Elm Street et que tes parents ont été impliqués dans une sombre affaire de vengeance urbaine, quoi. Mais ça évolue parce qu'après, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est ça le truc, c'est que les règles, elles sont quand même un petit peu. On peut commencer avec les règles de base. Bon, les règles de base, ouais, t'habites Elm Street, tu fais des cauchemars, tu vois ce type patibulaire qui finalement, quand tu te réveilles en sursaut, t'es marqué par ce qui t'a fait subir dans le rêve. Donc, au fur et à mesure, parce que c'est comme dans un slasher traditionnel, c'est diffus la menace et elle s'amplifie. Et puis, si tu meurs sous ses coups dans le rêve, en fait, dans le cauchemar, tu meurs. Voilà. Dans la réalité aussi, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise aussi ? Le truc qui est génial, enfin l'autre super idée je trouve de concept, c'est qu'en fait c'est l'émanation de la culpabilité larvée de tous les habitants d'Elm Street, avec cette idée aussi hyper intéressante en fait que les enfants payent pour les crimes des parents. Et c'est ça en fait Freddy, c'est que c'est un personnage qui était malfaisant de son vivant. Les parents ont décidé de se faire justice eux-mêmes et du coup c'est la malédiction en gros, le mal initial qui va faire que ce personnage-là revient dans les rêves, quoi. Et après, là où il va se décliner, c'est que Freddy, de façon un peu grossière et grotesque parfois même, travaille autour des obsessions ou des traumas de chacune de ses victimes, quoi. Oui, ça c'est l'élément important qui arrive dans le 3 qui est très réussi, c'est le fait que... C'est l'idée de Frank Darabont, quoi. Ouais, c'est ça. Et que vraiment, puisque le 3, effectivement, le scénario, il commence à le faire bosser par Wes Craven, New Line. Et puis, finalement, ils sont pas contents de la première version, donc ils intègrent Frank Darabont pour le faire rebosser. Enfin, c'est Rachel Talalay, je crois, dont on a déjà parlé, qui lance ça. Et il y a cette idée de vraiment travailler sur les névroses ou sur les obsessions des gamins. Et ça crée donc des morts qui sont un peu personnalisées après par rapport à la façon dont les personnages ont été caractérisés en amont. Donc, c'est vrai que c'est très spécifique. En fait, aussi tout à l'heure on parlait de la différence de Freddy avec les autres boogeymen. Il y a aussi une des premières différences, c'est que en fait c'est un pervers, mais au sens littéral, parce qu'à la base ça devait être un pédocriminel, mais comme il y a eu un scandale dans une école qui a eu un retentissement national aux États-Unis, ils ont un peu édulcoré cette idée. En tout cas, ils l'ont pas dit. Ils ont juste dit que c'était un agresseur d'enfants sans en dire plus. Mais bon, au final, on voit que parce que toutes ces apparitions, elles sont quand même hyper perverses. Dès le premier, avec la main dans la baignoire, entre les jambes de Nancy, avec le téléphone dont la langue sort. Et tout au long de la saga, il y a ces trucs très très sales. Et aussi je me suis perdue dans ce que je voulais dire. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, ce côté du sexuel qui est tout le temps en sous-texte, je trouve ça super intéressant, je pense qu'il faut qu'on s'y attarde. Moi, ça me rappelle un truc que dit Stephen King, dont on parlait tout à l'heure dans Anatomie de l'horreur. En fait, il s'interroge sur les vampires et il dit c'est quand même marrant l'attraction qu'ont ces histoires sur nous, où on voit des hommes qui rentrent dans les chambres des jeunes filles et qui les font frissonner avec leur bouche et elles ont des frissons d'extase. Et en fait, tout ça parle aux gens qui reçoivent ces histoires de sexe et de sexe infantile, en fait, stade oral, quoi. Donc, c'est des gens qui en gros, baisent sans ouvrir leur braguette. Et pour des jeunes qui découvrent que le sexe, ça existe, que ça peut être dangereux, il y a une espèce de fascination. Et il dit, les vampires, finalement, en fait, ils bandent avec leurs dents, quoi. Et en fait, Freddy, tu peux dire, il bande avec son gant, quoi, en fait. Et il passe son temps à, en fait, se glisser dans les draps de petite nana. Donc Tina, dans le premier, quand elle se fait tuer avec Rod, il est sous les draps jusqu'à ce qu'elle soit projetée au plafond. Après, t'as effectivement Wanna Suck Face. Quand il lui demande au téléphone, elle lui dit qui es-tu, je suis ton nouveau boyfriend. Il passe son temps à Alice aussi, je sais plus ce qu'il lui... Voilà. Et en fait, c'est... Pour un slasher, il y a très peu de sexe, en fait, très peu de scènes de sexe, mais peut-être qu'il y en a tout le temps, en fait. Oui, en fait, elles sont pires, parce que dans un slasher, normalement, on voit les ados faire du sexe entre eux, et là, en fait, on voit Freddy qui essaye ou qui le fait de manière métaphorique, parce que de toute façon, pénétrer les rêves de quelqu'un, c'est le plus intime possible, en fait. Donc, on est dans des formes comme ce que disait, je pense, Stephen King, du vampire, qui est une forme de viol, et qui nous donne le spectacle métaphorique et donc socialement acceptable du viol. C'est un peu la même chose en fait avec Freddy, mais bon voilà, c'est
Et donc, ouais, il y a tout ce truc aussi avec Freddy de pour combattre ta peur, tu dois d'une la confronter et deux la surmonter. Ce que tu peux voir dans d'autres slashers de temps en temps et tout, mais pas de façon aussi, on va dire, littérale et encore une fois un peu grossière. Là, il y a parfois, presque un truc initiatique en fait. Il y a un coming of age littéral, quoi. C'est ça. Mais il y a aussi le côté, on n'en a pas vraiment parlé, mais Wes Craven, il voulait vraiment en faire un personnage mythologique en fait. Ça appelle, il y a déjà même tout au long de la saga, il y a quand même une représentation chrétienne qui est quand même très forte. Enfin, dès la chanson, genre rattrape ton crucifix, je sais plus comment c'est en français, mais voilà, il y a, ça fait aussi un peu appel au mythe du. Après ça, c'est assez soft, non, quand même. Ouais, mais lui, il le voyait vraiment comme ça en fait, un personnage un peu. Dès que tu nais et que t'es marqué par une photo originale, je pense que. Et le côté un peu minotaure où on envoie en sacrifice des jeunes gens à une créature mi-humaine, mi-bon taureau et la mi-grand brûlé. Il y a surtout l'idée du gant en fait, c'est-à-dire que la main c'est le propre de l'homme en fait. Il y a ça aussi que je trouve assez. Enfin, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le personnage a hyper bien fonctionné aussi, c'est que la main c'est le pouce principe, tout ça, c'est le truc qui nous distingue en tant qu'humain. Et l'idée de lui avoir adjoint ses griffes en fait, ça le ramène avec un côté extrêmement animal qui fonctionne très très bien. Je pense que cette arme de Freddy, c'est le truc aussi qui le distingue, c'est-à-dire que il se sert pas juste d'un couteau, il se sert pas juste d'une tronçonneuse ou quoique la tronçonneuse c'est pas pareil, ça fonctionne hyper bien pour Leatherface aussi. Mais en tout cas le gant, la création du gant, déjà c'est une création, donc ça ramène à ce côté un peu merveilleux, un petit peu fantaisiste en fait de la saga Freddy. Et encore une fois, moi c'est vraiment le truc qui me fait kiffer dans la franchise et je trouve que ça fonctionne très bien dans la caractérisation du personnage. C'est-à-dire que ce sont les premières secondes de Freddy, c'est lui qui confectionne son arme. Oui, c'est vrai que ça commence par ça. Et c'est vrai, quand tu y réfléchis, il est vraiment ce gant cinégénique et il a aucun sens si tu veux tuer quelqu'un. C'est pas pratique du tout. Hyper pratique. Tu prends un couteau à pleine main, d'accord. Là, t'as 4 lames qui ont juste, au niveau de la physique, la force que tu peux leur impulser du bout de tes doigts. Enfin, ça a l'air d'être compliqué, quoi. Non, puis en plus, il y a un truc qui est super, c'est presque comme l'aileron du requin. C'est-à-dire que quand tu vois les 4 griffes. Il y a une scène d'aileron de requin dans le. Oui, c'est dans le 4, mais en fait, mais ça, c'est une parodie, c'est encore autre chose. Mais c'est pas ça, c'est quand tu vois les 4 coups de griffe sur un drain, sur un mur, n'importe où, en fait. Et ça, il le travaille vachement dans les suites. Tout de suite, tu dis, ah oui, donc c'est lui, quoi. Ça peut pas être Jason, ça peut pas quand être. tu reviens du rêve avec les griffes dans ton dos. Voilà, c'est ça. Plus toutes les séquences d'ombre chinoise que ça permet. Et il y a vraiment quelque chose de visuellement qui est très joli, qui est très cinégénique et qui a contribué au succès du personnage. Et puis il y a le maquillage aussi. Ça justement, alors il y a donc, on a parlé des personnes importantes derrière Freddy, donc évidemment il y a Wes Craven, il y a Bob Shaye, il y a Robert Englund, mais il y a aussi en fait David Miller qui est en fait, c'est lui qui dessine, design Freddy, parce que dans le premier scénario, dans le scénario du premier en tout cas, il n'était pas très détaillé. Son apparence physique n'était pas très détaillée. Oui, puis en plus, Wes Craven était parti sur un vrai grand brûlé avec les dents apparentes, en fait, quelque chose qui ressemble plus au maquillage de Gary Oldman dans Hannibal là, de Ridley Scott. Un super maquillage de Greg Cannom, incroyable, quoi, d'ailleurs. Mais là, c'est pas du tout ça. Et moi, je suis choqué, mais je suis pas un fan du maquillage dans le premier, en fait. Je trouve que Freddy a vraiment son visage dans le 2, puisque c'est Kevin Yeager qui était un grand maquilleur d'effets spéciaux, qui avait fait Chucky par exemple et tout, qui est vraiment un génie un peu méconnu, je trouve d'ailleurs. Mais Kevin Yeager, qui était très très jeune à l'époque, se réapproprie en quelque sorte le maquillage, et c'est lui qui va lui donner ce faciès un peu de sorcière, c'est-à-dire ce nez un peu plus crochu avec le manteau un peu plus en galoche et tout. Et Freddy vraiment acquiert son visage à partir de là. Les cicatrices sont moins sanguignolantes, elles font plus partie de la peau et tout. C'est vraiment un visage plus. C'est plus structuré. Voilà, et c'est exactement ça. Et il change la couleur des yeux aussi. Voilà, et moi je trouve que là vraiment c'est Freddy dans toute sa splendeur, si j'ose dire. Justement, comme on parle des effets, on peut peut-être revenir sur tous les effets qui sont assez incroyables dans la saga. Je ne sais pas par où commencer, mais dès le premier, il y a des tentatives, et c'est une saga en fait tout au long. Je pense que c'est pour ça qu'on aime la saga, c'est qu'en fait,
chaque film tente des trucs. Chaque film tente avec des nouveaux moyens, des nouveaux médiums. C'est pas des tentatives. Dans le premier, t'as les pièces qui tournent, qui étaient un truc qui était réservé avant. Tu voyais ça un peu chez Méliès, mais tu voyais ça surtout dans Mariage Royal de Stanley Donen, quoi, avec Fred Astaire qui marche sur les murs. Tu voyais ça dans 2001, mais tu voyais pas ça. C'est pareil. C'est un truc que tu voyais pas dans le cinéma d'horreur. Tout à coup, voir cette fille qui est traînée sur le sol, enfin sur le mur, du meurtre de Tina dans le premier. C'est ça, ouais. Et ça, c'était fait donc avec tu fixes ta caméra sur un décor qui est à l'intérieur d'un grand cerceau et tu peux tourner le cerceau et du coup, tu as l'impression que le comédien est trimballé du mur au plafond, etc., quoi. Donc, t'avais des choses comme ça. Après, c'est vrai que sur le premier, il est quand même relativement timide parce que c'était tellement dur à tourner et à filmer. Il reste quand même relativement timide. Mais il y a quand même 2-3 trucs que j'aime bien. Par exemple, on parlait de la scène de la baignoire tout à l'heure. En fait, c'est une idée simple, quoi. Mais j'aime beaucoup c'est pas un contre-champ, mais enfin, en tout cas, tu as ce point de vue qui est à l'intérieur de l'eau, tout à coup, où tu es dans un espace complètement gigantesque. Et moi, j'adore, en fait, ça dans Freddy. C'est un pur truc de cauchemar, ça. Mais j'adore, en fait, quand ça devient tout à coup gigantesque. C'est-à-dire que je trouve qu'à partir du 2, qui est un film que, pour le coup, j'aime beaucoup moins, mais il commence à poser les bases de ce que ça va vraiment devenir. C'est-à-dire que tu as cette scène avec le bus dans la scène d'ouverture qui est sur ces pitons rocheux au milieu de la lave et tout. C'est un truc, une vision complètement infernale. T'as l'impression de voir une peinture dantesque. T'as cette idée aussi dans le 2 de confier des séquences à chaque maquilleur spécifique, et Mark Shostrom fait l'espèce de résurrection à l'intérieur avec Freddy qui sort du ventre et tout. Et Mark Shostrom, on en avait parlé dans Capture, dans l'épisode qu'on avait fait sur Evil Dead 2. C'était lui qui supervisait tout ça. Il avait un style très très spécifique en fait à cette époque-là, et que tu ressens en fait là-dedans, quoi, et qui est une vraie séquence en soi, quoi, un show, quoi, en gros de FX. Et ce qui va se passer pour la suite, c'est que en gros tu vas avoir quasiment tous les maquilleurs, on va dire, médians qui vont bosser dessus. C'est-à-dire que tu n'auras jamais les stars, tu n'auras jamais Stan Winston, tu n'auras jamais Dick Smith, tu n'auras jamais Rick Baker Rob Bottin qui seront dessus, mais par contre, tu auras les médians, voire ceux qui sont en passe de devenir dans la liste A des maquilleurs d'effets spéciaux, c'est-à-dire des gens comme Steve Johnson et tout. Et en fonction de l'ampleur de la scène, de sa complexité, eh ben, on donnera les séquences à des gens plus ou moins talentueux. John Carl Buckler fera une séquence un peu pétée, quoi, mais par contre Steve Johnson donc fera le final avec des trucs absolument hallucinants où il y a toutes les âmes de Freddy qui sortent et tout, qui est une scène ahurissante au niveau des effets visuels, et tout ça, enfin la richesse va venir de là, quoi. Ouais, t'as soit des talents émergents, soit des anciens en quête de boulot. T'as des anciens de Lucas qui font justement la scène du bus au-dessus du précipice. T'as en gens émergents, t'as Greg Cannon qui fait la scène des tendons je sais plus comment s'appelle le personnage dans Dream Warriors, dans le 3, qui lui plus tard aura un Oscar pour le Dracula de Coppola. Donc c'est vrai qu'il y a cette richesse de faire bosser des jeunes qui en veulent, et il y a et en fait ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le potentiel du rêve, que ça permet comme ça de lancer des idées voilà, qui sont vraiment étonnantes et puis qui sont ambitieuses. Et il y a un truc aussi qui est... Pardon Marie. Non, mais c'est ce que moi je dis toujours quand on a un débat, notamment avec une certaine personne de Capture Mag qui n'aime pas du tout Freddy, c'est que moi je trouve que même le moins bon des Freddy, donc par exemple le 6, a des idées quand même complètement folles et bien plus inventives que le meilleur des Vendredi 13. Ouais, et ce qui est génial, et je pense, enfin moi je vois pas d'autres sagas horrifiques ou même films horrifiques qui a ça, c'est qu'il y a une dimension épique. Il y a peut-être Fantôme contre Fantôme en fait de Peter Jackson, mais il y a une dimension pas épique forcément, mais en tout cas grandiloquente. C'est-à-dire que c'est aussi les Freddy sont parmi les seuls slashers qui utilisent beaucoup des effets visuels. Et les effets visuels, c'est pas simplement un truc de geek, c'est que tout à coup, quand t'as des éclairs ou des rayons qui lancent, puis surtout quand t'as des peintures sur verre qui donnent tout à coup un plan général complètement délirant, quand t'as de l'image par image et tout, ça ouvre le champ des possibles, et surtout ça te propose un spectacle qui est complètement inédit. Et en fait, moi, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais vu le 4, je me souviens, c'est de voir ce jeu d'échelle très différente. C'est-à-dire que les slashers, il y a toujours un côté, j'allais dire crapuleux, mais c'est très négatif, mais en tout cas, âpre, c'est petit.
Tu vois, c'est voilà, terreur urbaine. Tu tranches une tête, ça c'est le gros truc du slasher, quoi. C'est vraiment là c'est là où c'est le plus épique et tout, où t'exploses une tête, quoi. Et là, c'est pas ça, Freddy, en fait. C'est que tout à coup, tu te retrouves dans des mondes complètement dingues où les personnages ils marchent à l'envers, où ils se retrouvent dans des. Oui, il y a ces scènes à la Escher dans le. Dans le 5, quoi, dans le film de. Enfin, dans le final, ouais. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, tu vois, justement, puisqu'on parle du 4 et du 5, c'est que ce que ce soit Hopkins, le réalisateur donc, du 5, ou Rainier Harlin, le réalisateur du 4, tous les deux, ils avaient découvert le cinéma de Hong Kong. Et notamment Histoire de fantôme chinois. Alors ça, c'était vraiment pour Hopkins, qu'il le citait énormément, mais les films de Sammo Hung, tous ces Monsieur Vampire, tous ces films-là, qui avaient la même chose. C'est-à-dire que, alors eux, c'était plus souvent sous le ton de la comédie ou alors du film purement merveilleux, mais en tout cas qui cherchait avec les moyens du bord à te proposer un spectacle complètement dingue en fait, ou qui explosait toutes les limites physiques des personnages. Et je trouve qu'il y a ça aussi, c'est très rare en fait, surtout à cette époque-là, surtout à ce moment-là dans l'histoire du cinéma américain, de voir des réalisateurs qui cherchent ce côté hyper dynamique du cinéma hongkongais et qui en plus parfois, je trouve que c'est spécialement vrai chez Hopkins, se moque un peu que les faits soient un peu pourris de temps en temps, que la maquette soit un peu visible et tout, mais se dit c'est pas grave. Mon découpage, le dynamisme de ma mise en scène va être tel que ça va passer. Et ça passe. Enfin, moi, je trouve que ça passe. Et le truc, c'est que dans cette espèce de côté complètement délirant en fait dans l'effet horrifique, t'as The Thing de Carpenter. Je vais pas comparer les Freddy à The Thing. The Thing, c'est un chef-d'œuvre inatteignable et tout. Mais le fait est que t'as pas d'autres films en fait qui proposent ça, qui me proposent ces visions-là en fait. Et ça, c'est vraiment hyper réjouissant. En ce qui me concerne, toute la mythologie, le côté symbolique et tout, c'est cool. Je ne le nie pas. Mais ce que j'aime vraiment dans les Freddy, c'est ça. C'est l'imagination au pouvoir. En fait, les mecs se permettaient n'importe quoi. Et ce qui est super en plus du rêve, c'est que c'était du reverse engineering là, comme on dit en fait. Ils prenaient le problème à l'envers, c'est-à-dire que les gars, tu sentais qu'ils disaient au réal, on peut faire ça, les mecs des FX, donc créons la scène autour de ça. Et ça, c'est hyper payant en fait. Ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être pas comparer The Thing à Freddy, mais on peut peut-être comparer Freddy à Halloween. Et Halloween, il y a ce truc âpre, et c'est un film génial, Halloween, c'est sûr. Mais Halloween, c'est un peu comme quand tu manges du chocolat noir, quoi. Tu vois, t'as l'âpreté. Le boogeyman, il existe parce qu'il y a un montage qui est hyper précis, parce que tu vois jamais le boogeyman rentrer à l'écran. C'est le montage qui te le ressuscite partout et qui te crée cette menace ubiquitaire. Tu pourrais mettre n'importe qui derrière le masque. Alors que je trouve que Freddy, t'as vraiment ce boogeyman qui procède non pas d'un effet de montage, mais d'une performance d'acteur. Et puis avec comme son terrain de jeu, c'est le rêve, tu vas pouvoir déployer un monde imaginaire qui va être un Kinder surprise. Là, tu vas mettre toutes les bonbons qui piquent de Julien. Mais c'est vrai. Non, mais toutes les névroses des réals, parce que bon, on pourra en parler, mais sur l'accouchement, la castration quand il se coupe les doigts et tout, enfin voilà, il y a plein de choses, tu peux mettre plein de choses. Donc parce que le rêve, c'est vraiment c'est un produit de l'inconscient, et ça, tout le monde le sait, même quand t'as pas de grosse formation là-dessus. Et puis au niveau visuel, en fait, ça permet de contourner cette âpreté que t'as dans le slasher. Et moi, ça me rappelle un passage du livre que t'as co-signé Slasher, où dans le chapitre Premier sang, je crois, vous présentez le style et puis le genre. Il y a ce côté, il y a un tueur avec des lames, il y a une final girl, va vous donner les règles, elles sont quand même vachement limitantes. Et vous citez Romero qui dit moi j'ai jamais trop aimé ces trucs de terreur urbaine où l'étiquette en vigueur c'était aussi Teenage Jeopardy movies, parce que en fait moi je vais au cinéma pour l'évasion, et je trouve qu'en fait Freddy il te donne du slasher, mais donc il satisfait vraiment au code, mais il te donne aussi de l'évasion. En fait, il y a un film dans le film, il y a la surprise du Kinder, quoi. Il y a un truc aussi, je pense, c'est qui est pas à omettre,
et je pense que Shea, pour le coup, il y est pour quelque chose, c'est que Freddy, c'est aussi contemporain du clip triomphal et triomphant plutôt, et complètement. Et je pense qu'il y a de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce plaisir-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Peut-être puéril, je m'en fous, quoi, mais c'est un plaisir, quoi. C'est ce plaisir du plan qui tabasse. Il y a ça aussi dans Freddy beaucoup. À partir du 3, en tout cas, ça c'est clair et net, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ces mecs qui utilisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire des mouvements d'appareil un peu pétés, mais c'est pas grave, c'est trop cool en fait. Être hyper dynamique, filtrer à mort l'image, les intérieurs extrêmement fumés avec des zones de lumière très fortes et très tranchées. Et ça, mêlé avec justement toute cette imagerie, tous ces FX et tout, finalement c'est extrêmement oui, je vais pas c'est pas des modèles d'écriture ces films-là, enfin surtout les suites, quoi. Mais je trouve que par contre il y a un tout qui est très cohérent. C'était vraiment une créature de son époque aussi, Freddy, quoi. Oui, parce que déjà les films, évidemment le cinéma c'est toujours, c'est très souvent un reflet de son époque. Les films d'horreur peut-être encore plus parce qu'ils sont destinés à un public jeune, adolescent, et donc il faut peut-être faire écho à des choses qu'ils aiment bien. Et c'est vrai que j'en parlais avec un ami il y a quelques jours et on se disait vraiment que autant dans Freddy que dans les Vendredi 13, il y a le côté MTV qui arrive à fond et qui se voit beaucoup, et donc ça fait, oui, ça rejoint ce que tu dis. Plus dans les Freddy parce que c'est une question de style en fait. C'est vraiment une question de style. C'est une question de. C'est logique en fait de faire appel à l'imagerie des clips dans l'univers du rêve. C'est-à-dire qu'à quelques années de décalage, s'il n'avait pas déjà été installé avec Highlander et tout, Russell Mulcahy aurait été un candidat parfait pour faire un des Freddy, tu vois. Et je pense que Rennie Harlin et Hopkins et un petit peu aussi Russell, en fait, sur le 3, ils avaient ça en eux. Ils avaient cette énergie-là qui portait les films et qui les emmenait vraiment sur des terrains complètement parfois absurdes, mais parfois hyper inspirés, quoi. Ça, faut peut-être qu'on revienne sur ça aussi, parce que donc Freddy c'est une saga, mais c'est une saga un peu malgré elle, parce qu'en fait dès le premier épisode, en fait Wes Craven, comme il avait plus un rond, il a vendu sa licence, il a vendu tous ses droits à Bob Shea, qui je pense qu'il était bien content de faire fructifier ce truc-là, parce que donc le premier, en fait on n'en a pas parlé, mais en fait c'est une économie très très serrée, en fait c'est des tout petits budgets pour, je crois que le premier c'est 1,8 million de budget et il a rapporté plus de 50 millions à travers le monde, ça a fait plus de 500 000 entrées en France, enfin c'était vraiment un gros truc qui marchait à la fois aux États-Unis et à l'international. Et du coup, évidemment, c'est devenu une franchise. Mais sur le 2, ça aurait pu s'arrêter aussi sur le 2. C'est-à-dire que le 2, en ce qui me concerne, qui est un film complètement pété, qui a son intérêt aussi dans ses dysfonctionnements, on va dire, qui ont abouti à autre chose. Mais ça, tu seras peut-être plus à même d'en parler que moi. J'ai mon petit pins du 2. Ouais, je sais. Mais par contre, le 2 est un film que je trouve plutôt à part. D'ailleurs, c'est un des films qui pète complètement les règles puisque Freddy arrive dans la réalité. Alors c'est vaguement introduit, mais c'est hyper bizarre en fait comme truc et qui est complètement, enfin il y a quasiment aucun lien, si mes souvenirs sont corrects, avec le reste de la franchise en fait, au niveau des personnages. C'est juste que le personnage de Jesse, sa famille en fait emménage dans l'ancienne maison de Nancy, donc dans Elm Street, mais du coup ça devient une espèce de truc de possession, de maison hantée, de possession. Ça change complètement les règles et effectivement il y a cette scène au bord de la piscine qui est un peu ridicule, quoi. Moi que j'aime pas du tout. Moi j'aime le film pour d'autres raisons, mais il arrive pour faire peur aux gens, aux enfants, il leur court après. Enfin c'est. Mais c'est là où tu le fais très bien. Ils avaient pas encore vraiment. Je pense que Darabont a fait beaucoup en fait pour cette saga, quoi, parce qu'ils avaient pas vraiment saisi ce que c'était à ce moment-là, Freddy. Mais je pense que ils comprenaient pas trop. D'ailleurs, c'est sur le 2, si mes souvenirs aussi sont corrects, que Shea avait pensé remplacer Robert Englund. Oui. En fait, ils se disaient on va pas payer. Ils disaient en fait on va pas payer un acteur, on va mettre quelqu'un avec un maquillage. En fait, on s'en fout parce que l'agent de Robert Englund demandait un peu plus d'argent et en fait ils se sont aperçus très vite que ça marchait pas. Ça marchait pas, bien sûr. Il y a que lui, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, en fait, il y a que lui qui peut faire Freddy et c'est tout à fait spécifique en fait, comme interprétation, comme pantomime, comme façon de se déplacer, comme façon de se comporter, la façon aussi qu'il a de mettre en bouche les répliques cinglantes ou des choses comme ça. Je vois pas qui d'autre aurait pu faire ça comme lui. Donc la franchise aurait pu s'arrêter sur le 2. Je pense que moi le 2 a fonctionné
sur l'élan du premier, en fait. Oui, parce qu'au final, je pense que c'est le 3 vraiment qui a installé. Au final, le truc, les gens sont allés voir le 2 parce qu'ils avaient aimé le 1 comme le 1, pour tous ça. les films, je pense. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur le 2. Sur la genèse du 2. Ouais. Je pense qu'au niveau du contenu, et puis je sais que tu as une affection particulière, je te laisserai en parler, mais moi je trouve que c'est un film intéressant. Moi je le trouve vraiment, il faut le voir. Mais c'est vrai je vais juste parler de la genèse peut-être. C'est vrai qu'il est fait pour capitaliser sur le succès du 1, et donc c'est Bob Shaye qui fait bosser un exécutif, donc Dave Chaskin, comme ça dans le dos de Wes Craven, qui quand il entend parler du scénar dit non mais je veux pas tourner ça, et qui part tourner un téléfilm. Donc il a été fait très rapidement. Il veut avoir Stuart Gordon, je crois, Brian Yuzna, et il essaie de démarcher des réals qu'il a pas, et donc finalement il se rabat, merci, sur le réal Jack Sholder, qui avait réalisé Alone in the Dark. Voilà, et donc tu peux peut-être nous parler mais dernière chose peut-être, je crois que je voudrais dire, c'est qu'il raconte, Sholder, qu'il a 60 jours pour caster 17 rôles, qu'il a pas du tout de préparation, que c'est rushé à fond, quoi, en fait. Ouais, ça c'est un truc qui sera un peu sur tous les films. Ouais, c'est des tournages très rapides. Sur le 3, qui pour moi est le plus réussi, mais je pense que le premier et le deuxième, ils sont dans une urgence absolue. Le 4 aussi. Ils sont tous... il en a chié. Non, le pire, c'est le 5, je crois. Le 5, c'était un cauchemar. Je crois que le 5, je crois que Hopkins dit qu'il a été embauché mi-février et que le film devait sortir en août, quoi. Les affiches étaient déjà prêtes alors que le film n'était pas tourné. C'est assez fou, quoi. Mais pour revenir sur le 2, moi c'est un film que j'aimais pas du tout avant, parce que justement ça brisait un peu les règles et je trouvais un peu ridicule ce Freddy qui se baladait au bord de la piscine. Mais il y a un très bon docu que je vous conseille qui s'appelle Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, qui revient sur l'histoire de Mark Patton, qui est donc l'acteur qui jouait le rôle de Jesse. Et lui, en fait, alors déjà, il y a un immense sous-texte, qui est même plus du sous-texte, c'est juste du texte, un immense sous-texte gay. Dave Chaskin était gay. Donc, dans tout le film. Et lui, alors, David Chaskin, en fait, pendant des années... Il est le chef d'éco aussi, non? C'est ça, en fait. En fait, c'est des homos qui, en sous-main, ont orienté, parce que Jack Shoulder était pas du tout là-dedans. Jack Shoulder, il tombe des nues quand on lui en parle 40 ans plus tard. Il a ah bon, vraiment? Et en fait, tout le film... Moi, je le soupçonne même d'être un poil homophobe, quoi. Quand il en parle, tu te dis, ça te dégoûte à ce point, quoi. Ouais, vraiment. Mais du coup, le docu est hyper intéressant, parce que donc il revient sur l'histoire de cet acteur qui était donc un jeune acteur gay qui se cachait parce qu'à l'époque, ça se disait pas, parce que ça brisait une carrière, quoi. Et du coup, lui, il était pas out, et le film l'a outé malgré lui. Chaskin a mis tout le truc sur lui en disant non, mais c'est lui, il crie comme une fille, c'est lui qui a rendu le film gay. Et en fait, pendant des années, il a nié. Et c'est vrai qu'au final, Mark Patton, sa vie, elle a été un peu détruite par ça. Et lui, il est parti. En fait, ils l'ont retrouvé pour un autre docu que je vous conseille aussi, qui s'appelle Never Sleep Again, The Elm Street Legacy, je crois, qui dure 4 heures et qui revient sur chacun des films, qui montre beaucoup d'images d'archives qu'on n'avait jamais vues avant, notamment... la scène dont tu parlais tout à l'heure avec les pièces rotatives, quand ils montrent comment ils ont fait les meurtres au plafond, donc celui de Tina et de Glenn notamment dans le premier. Et c'est un doc où tu t'ennuies pas, parce qu'il y a tellement à explorer, il y a tellement d'intervenants, il y a tout, il y a vraiment ça va du figurant au réel. T'en apprends énormément sur la fabrication du cinéma. En fait, c'est un docu qui plaît même aux gens qui juste s'intéressent à comment on fait du cinéma. Comment on fait du cinéma, le cinéma indépendant, enfin ce cinéma indépendant américain là, et le cinéma d'horreur dans les années 80. Enfin, il y a plein de trucs qui sont brassés dans ce doc. C'est vrai que c'est pas mal. Donc du coup, je reviens sur le 2 et sur ce docu sur le 2. Et donc Mark Patton avait complètement disparu. Ils l'ont retrouvé pour ce premier documentaire-là, je crois, qui est sorti en 2010. En fait, il était parti au Mexique. Il vivait, je crois, avec son mari. Ils avaient ouvert une galerie d'art. Et voilà, c'était complètement fini. Il était plus du tout dans ça. Et il est revenu pour ce docu. Du coup, maintenant, il fait des conventions avec le cast, avec Jack Shoulder. Et il signe des trucs. Et moi, ce que j'ignorais complètement, c'était que le film était aussi devenu un avatar de la communauté gay. Un peu comme le Rocky Horror Picture Show ou des films comme ça. Je savais pas du tout. Et en fait, du coup, lui, maintenant, il est devenu un peu militant et il porte le film et il porte tout un discours. Et ce docu aussi est hyper intéressant parce qu'il montre évidemment ce que c'était que d'être un jeune gay dans les années 80. Il parle évidemment du sida, de ses amis, de son compagnon qui sont décédés. Et en fait, on voit tout ce truc-là. C'est vrai qu'il a une vie, une trajectoire un peu tragique, quoi. Et le film montre ça. Et donc, à la fin, il y a sa pseudo-réconciliation avec David Chaskin qui est vraiment, oui, bon, si tu veux. Vraiment, le mec met de la mauvaise foi
jusqu'à la fin. Ça n'en fait pas un bon film, moi, à mes yeux. Hein. Non. Mais par contre, c'est vrai que le sous-texte, c'est marrant, mais c'est tellement évident. Mais en fait, moi, je trouve que même la séquence dont je parlais de Mark Shostrom, où il y a Freddy qui sort du corps du mec. C'est super. T'as l'impression, enfin, je veux dire, c'est comme un viol homo, quoi. Enfin, c'est dans Cruising de Freddy. En fait, il y a vraiment des scènes, enfin, je sais pas, tout le monde dit qu'ils s'en sont pas rendus compte sur le moment. Il y a quand même, voilà, on claque le cul du prof de sport. Il y a un barguet. Bob Shea joue d'ailleurs, je crois, le serveur du barguet, parce que je crois qu'il voulait jouer un rôle de prof ou je sais pas quoi, et ils l'ont mis dans le barguet, donc ils sont tous en cuir moustache, quoi. Mais je pense que Shoulders s'en est pas rendu compte. Déjà, dans les années 80, les images crypto-gays, on va dire, il y en avait quand même. Il y a quand même des dialogues, tu vois, quand Jessie va voir son pote et qui lui dit elle a essayé de m'embrasser, et lui dit et toi tu veux dormir avec moi, et il y a quelque chose qui essaie d'entrer à l'intérieur de moi. Enfin, il y a tous ces trucs qui est assez fou. Même un carré amoureux, parce qu'il y a Freddy au milieu, quoi. Enfin, mais je trouve que c'est pas quand même un vrai Freddy. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc dans le film. Il y a Kevin Yeager qui a refait le visage. Ça, pour moi, c'est un marqueur important. Il y a la fin dans cette espèce d'usine abandonnée avec déjà un plan un décor assez grandiose que tu vois pas trop. Et ça commence déjà à poser quelques petites choses en fait de la saga Freddy. Puis il y a des petits monstres qui sont affreux là. C'est vraiment des trucs de tout pourri. C'est Rick Lazzarini qui les avait fait, alors que je crois qu'il bossait sur Aliens le Retour. Le jour, il bossait sur Aliens le Retour chez Winston, et puis la nuit, il faisait les bestioles, donc il était crevé. Incroyable. Il faisait des trucs donc il en avait rien à foutre, quoi, le mec. Il faisait des trucs tout pourris et tout, quoi. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a un truc qui et puis cette ouverture, mais ces petites choses éparses dans sa globalité, je trouve que c'est quand même un film qui est vachement à part. Moi, je le trouve intéressant dans le sens où c'est un final boy, en fait, et ça arrive jamais. Et je trouve que c'est rigolo parce que c'est un pas de côté, et ça marche pas très bien, mais moi je trouve que c'est une tentative intéressante, en fait. Mais voilà, moi c'est pas un film, je trouve, comme beaucoup de films, en fait, je trouve que c'est pas forcément des très bons films. On va en parler aussi pour le 6 ou le 7 même. Mais c'est des films que moi j'aime bien revoir parce que je trouve qu'ils sont intéressants, la façon dont ils ont été conçus et ce qu'ils racontent et ce qui s'est passé autour. Mais c'est pour ça que je le conseille en diptyque avec le périphérique. Voilà, mais je le conseille en diptyque avec le documentaire parce que moi je l'ai apprécié une fois que j'ai vu le documentaire et que j'en ai appris plus sur le film. Donc voilà, je pense que c'est plus intéressant d'avoir ces clés-là pour le décrypter. Et c'est vrai qu'on peut presque le sauter si par contre on n'a pas envie, et passer au 3 qui pour le coup commence la saga, en fait. Qui a un vrai truc comic book aussi. Je trouve que c'est un vrai truc de serial. C'est ça qui est génial dans ce que Darabont et Russell ils ont fait. Je pense que l'état d'esprit d'un film est hyper important. Et ce film a le cœur au bon endroit. C'est-à-dire qu'il a l'état d'esprit au bon endroit. C'est exactement adapté à ce qu'il faut sur Freddy. Alors c'est pareil, il y a des trucs un peu pétés. Moi j'ai jamais aimé par exemple cet ado qui est fan de jeux de rôle là, et qui se retrouve en grand sorcier. Moi je l'adore parce que c'est le sosie de Stephen King. Ah oui, c'est ça. Moi je trouve que la séquence n'est pas très réussie et tout. Mais par contre en fait il y a tout là-dedans. C'est-à-dire que le groupe d'ados avec des personnalités hyper grossières et tout, mais ça fait rien du coup. Ils sont hyper attachants. Ils sont hyper attachants déjà. C'est vrai que ça fonctionne d'office, quoi. Et puis du coup tu comprends tout de suite en fait quel va être leur trauma. C'est pas très fin et tout, mais ça fait rien. T'as les codes du jeu et ça donne des super scènes. Oui, voilà. Et de toute façon, ça devient un jeu. C'est-à-dire que tu te dis ah oui, alors lui ce qui le caractérise, c'est ça. Lui ce qui la caractérise, c'est ça. Donc comment Freddy va les désinguer en fonction de ça. C'est des pistolets de Chekhov. En fait, c'est ça exactement. Et tout est en place. C'est hyper payant en fait. Du coup, ça marche super bien. Ça, c'est très ludique. Et puis je trouve que au niveau juste simplement du côté spectaculaire, en fait, là ça fonctionne vraiment bien. C'est Freddy qui se transforme en une espèce de gros serpent là, qui commence à les bouffer. Tout à coup, encore une fois, t'as ce truc avec l'image par image, que ce soit avec le squelette à la fin, qui est une citation directe du 7e voyage de Sinbad ou de Jason et les Argonautes, donc de Ray Harryhausen. Et c'est pareil, c'est hyper logique. C'est-à-dire qu'un ado, surtout à cette époque-là, il a forcément vu les films de Ray Harryhausen. Enfin, en tout cas, il y a des grandes chances. Et que tout à coup, enfant, et que ado il retrouve ça, mais dans un côté un peu plus horrifique. Enfin, moi je l'ai vécu ça, pour le coup, c'est hyper payant, ça fonctionne du feu de Dieu en fait. Et je pense que ça vient vraiment de Darabont et de Russell en fait. Ouais, parce que Wes Craven avait commencé à écrire un scénario et en fait ils n'ont pas gardé, je crois qu'ils ont gardé seulement le retour de Nancy dans son film. Au final c'est lui qui l'a fait revenir à chaque fois. C'est pas le meilleur truc d'ailleurs je trouve du film, mais bon.
Mais après, ça fait un lien, c'est ce que tu disais, Elodie, quoi. Ça permet de le rattacher directement au premier et ça fait un lien. Et au final, à partir de là, il y a une mini-saga en fait, qui s'enclenche. Il y a une petite saga dans la saga, puisqu'il y aura des personnages récurrents du 3, dans le 4. Et puis dans le 4, ce ne sera pas toujours les mêmes actrices qui vont jouer, puisque Patricia Arquette, qui est très bien dans celui-là, ne revient malheureusement pas et elle est remplacée par quelqu'un qui est un peu moins bien. Un peu moins bien, ouais. Mais voilà, il y a une mini-saga qui se crée là. Et moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans les Freddy. Et surtout à partir du 3, c'est que les personnages en fait ils sont attachants, ils sont joués par des vrais ados. Et, pas toujours attachants, mais en tout cas dans le 3 oui, ils sont dans le 3 ils le sont, tu vois. Vraiment, clairement, et en fait t'as ce truc là où moi j'ai de la peine quand ils meurent, alors que en général c'est souvent l'inverse dans un slasher, t'es presque content de voir un personnage mourir. Alors moi j'ai un truc, je pense que c'est un autre truc que j'aime dans les Freddy, c'est que d'un côté j'ai de la peine, ça me fait de la peine, c'est cruel, en plus certains, en tout cas pour certains c'est vraiment cruel et tout. Et d'un autre côté tu te régales tellement visuellement, tu te dis ah c'est trop cool, c'est tellement inventif et tout, que je sais pas, il y a aussi ça aussi dans Freddy, c'est-à-dire que c'est pas simplement du dégoût. T'es des deux côtés. C'est que t'es un peu partagé. Vendredi 13 c'est du dégoût, c'est-à-dire que c'est dégueulasse, et tu dis c'est dégueulasse, c'est juste comme ça quoi. Là il y a un truc entre les deux, c'est-à-dire que t'as le dégoût et la tristesse éventuellement quand t'es attaché au personnage, et puis t'as le côté où c'est trop cool, il est trop fort Freddy, c'est réjouissant. Charisme, mais ça c'est super, c'est un autre truc que j'adore moi dans les Freddy, je trouve ça super ça. Puis à partir même du 3, là, il commence à y avoir des punchlines, Welcome to Prime Pan Beach, il commence à mettre des bitches à la fin de toutes les phrases. Et il devient vraiment, vraiment bavard, quoi, pour le coup, parce que dans le premier, on le voit peu et il parle peu, mais à partir du 3, toi, tu disais, Julien, que tu préférais la saga à partir du 3. Oui, clairement, ouais. Et c'est le moment où il devient un peu, et ça va être accentué dans les suivants, il devient vraiment bavard, et il y a ce côté un peu grand guignol, quoi. Ouais, un peu trop, peut-être, quoi, mais c'est aussi ce qui le singularise. Moi, c'est pas ce que je préfère, en fait. Encore une fois, ce que je préfère, c'est ce jeu de massacre hyper ludique, ce show FX, donc complètement délirant, avec beaucoup d'imagination et tout. Et puis ce ton, en fait, qui est très spécifique à Freddy. C'est marrant parce que Freddy, je pense, avec Michael Myers et puis Jason Voorhees, ils vont initier énormément d'autres slashers dans les années qui suivent et tout. Je pense que tu les connais mieux que moi, Marie, et probablement aussi dit, même si j'en ai vu un certain nombre, et personne n'arrivera à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de wannabe Freddy en tout cas, et il n'y en a aucun qui arrive à ça. Moi j'aime bien Shocker par exemple de Wes Craven, c'est un film que j'aime, c'est un des rares Wes Craven que j'aime vraiment bien, quoi. Mais c'est pas aussi fun, c'est pas aussi rigolo, c'est pas aussi réjouissant les mises à mort. Elles sont pas aussi cool, quoi. Dans Freddy, c'est cool, quoi. Ça me rappelle, en fait, moi j'aime beaucoup aussi le cinéma des origines, j'adore Georges Méliès et tout, et t'avais beaucoup ça en fait. Le décapité récalcitrant par exemple, c'était un tour qu'il faisait au théâtre Robert Houdin, beaucoup Georges Méliès et tout, et je pense que c'est, je saurais pas trop l'expliquer, mais le grand guignol, tout ce truc là et tout, le cinéma c'est ça aussi. C'est vrai que le rêve permet ce retour au cinéma de l'évasion que tu avais perdu dans le slasher, mais tu parlais de Robert Houdin et on en revient à ce personnage que vous aimez pas trop dans le 3, le magicien. Je crois que le rôliste là, je crois qu'il est là pour nous montrer que Freddy en face c'est un magicien en fait. C'est le magicien, il est capable de s'occuper du monde des rêves. Et c'est vrai que le cinéma... Parce qu'il est surtout là parce que Donjons et Dragons cartonnait. Ouais, Donjons et Dragons. mais t'as cette connexion-là et tu repenses à des films comme Sherlock Junior de Buster Keaton où il s'endort devant l'écran et il rentre... Tu vois, c'est ce cinéma-là. Tu vois, on revient à ce cinéma du rêve que le slasher, en fait, canal historique, terreur urbaine et tout, n'avait pas du tout. Et le cinéma fantastique dans son ensemble, encore une fois. Voilà. Hein, je ne vois pas trop d'équivalent à ça, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Enfin, Hellraiser, mais c'est pas le slasher, tu vois, mais on va dans un univers de rêve qui est complètement... que t'attendais pas là, en fait. Et c'est ça qui est chouette. On parlait du côté grand guignol. À partir du 4, c'est aussi le moment où ça s'accentue et où Freddy fait plus vraiment peur, non ? Alors moi, est-ce qu'il m'a fait peur déjà, en fait ? C'est ça la question. Moi, le premier, je pense, me faisait peur. Il fait son bonhomme, là. Ouais. Je sais pas. Non, moi j'étais. Tu rigoles ou quoi ? J'étais une flippette de ouf, quoi. Bon, moi maintenant, malheureusement, hein, je le regrette, hein, mais bon, je sais pas s'il m'a déjà fait beaucoup peur. En tout cas,
le truc, c'est que, encore une fois, moi, je préfère ces trois-là, quoi. Mais c'est vrai que il va y avoir un côté systématique, notamment dans les punchlines, qui va être peut-être un peu trop, qui va être un peu lourd, quoi, quand même. Faut pas le nier, quoi. Mais c'est le prix à payer pour avoir le reste, quoi. Et ça, c'est pas très grave. Après, je pense qu'effectivement, il faisait plus peur. C'est tu y allais pour te marrer, pour voir le payoff, le vrai truc. Bah, tu vois, un film d'action pour voir les cascades et les explosions, bah là c'était pour voir ces mises à mort qui étaient hyper inventives. Et là, pour le coup, les films te mentaient pas sur la marchandise, quoi. T'avais des trucs de dingue, quoi. C'est pour ça que ça marche. En fait, les films, ils ont marché, je crois, jusqu'au 4e, ça a fait que augmenter, quoi. Et c'est quand même rare une saga qui arrive qui pique à son 4e, quoi. Je pense que ça atteint vraiment des sommets à partir du 3, quoi, surtout. Ouais, en fait. le 3 et le 4. Je crois que le 3 et le 4, c'est ceux qui marchent le 3, il a pété un score de dingue. Le 4, il allait encore au-dessus. Après, du 5, ça a commencé à stagner, quoi. Mais oui. Je pense, encore une fois, je pense que le 3, il a saisi le truc, en fait. C'est là où Freddy est devenu une star, quoi. Puis le 3 fait peur. Enfin, moi, ceux qui m'ont fait peur, personnellement, c'est le premier et le 3e. Le 3e, la peine, ouais, surtout. t'es en empathie, mais tu vois la scène où le gamin commence à être manipulé par ses tendons et ce qui est bien en montage parallèle, c'est le muet, enfin celui qui est aphasique et qui parlera dans le 4, Joey, qui essaie d'attirer l'attention. Et tu as des moments de tension comme ça où tu le vois aller au standard, essayer d'alerter l'infirmière. Il ne comprend pas, il prend le plateau, puis après il passe contre les murs, il essaie de réveiller tous les Dream Warriors, là, parce que le pote est déjà en train de monter en haut de la corniche pour aller se suicider. Il y a des scènes du 3, je m'en souviens encore en fait, et où j'étais en tension, et tu sais que l'inéluctable, j'arrive plus à parler, va se produire, mais en fait t'es mal, quoi, parce que tu les aimes. Et il y a un truc dans le 3 que j'aime beaucoup aussi, c'est que le monde de l'enfance est vachement bien retranscrit. Et cette scène en fait du gamin là, du marionnettiste là, elle commence avec un truc en Claymotion là où Freddy, il y a une marionnette Freddy en fait qui commence à arriver et tout, et ça c'est presque enfantin en fait, cet effet là. T'as presque, à l'époque, t'avais Will Wheaton qui faisait des films comme ça et tout, c'est presque un effet enfantin. Et ça se termine avec cette image dantesque, avec Freddy qui est énorme au-dessus du truc et qui est en train de manipuler le pauvre gamin avec le ciel étoilé derrière, et qui a un truc complètement grandiloquent. Et au milieu, t'as ce truc effectivement avec la frustration de l'un, la cruauté de ce qui est subi à l'autre. Et tout ça, en fait, encore une fois, c'est quand même des sentiments qui sont assez contradictoires et qui fonctionnent hyper bien. J'aime beaucoup en fait le travail sur le monde de l'enfance en fait dans le 3, et ça pour le coup il y a que celui-là, je trouve, qu'il retrouve. C'est pareil avec la petite maison que fait Patricia Arquette, le personnage en fait. Il y a un truc dans cette petite maison qu'elle a, cette maison de poupée qu'elle a, qui tout à coup s'illumine, et à l'intérieur elle se retrouve à l'intérieur, elle se projette et tout. C'est vachement qui est là. Mais qui fonctionne hyper bien en fait là-dedans, et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient perdu ça dans les suivants, où les suivants vraiment ils vont chez les ados qui sont plus crapoteux et tout. On va peut-être parler du suivant, du coup le 4e, qui est réalisé par Renny Harlin. Alors Renny Harlin, à l'époque, il est un peu fauché. Il a fait juste Prison, c'est ça? Ouais, et en fait, apparemment, il venait tous les jours chez New Line pour les harceler, leur demander du boulot, les supplier de le laisser réaliser Freddy. Apparemment, d'après les producteurs de chez New Line, il commençait à sentir pas très bon, il était mal coiffé. Ouais. Et à un moment, un peu par pitié, ils lui ont dit vas-y, fais ton film, quoi. Et toi, Julien, c'est un de ceux que tu préfères? Ouais, clairement, je le trouve. Je trouve, c'est ceux que je préfère. Je sais pas, mais il y a certaines des scènes que je trouve les plus dingues, dans celui-là. Je le garde pour la fin, parce que ma scène préférée. Il veut pas nous révéler sa scène préférée. Non, mais j'en ai plein. Alors, par exemple, tu vois toute la scène de la pizza. Alors évidemment, ce qui reste, c'est cette pizza avec les meatballs qui sont en fait des mini têtes que Freddy plante avec sa griffe, et ça c'est super et tout. Mais moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui précède en fait. C'est quand elle rentre dans le cinéma, il y a tous ces gens qui mangent le popcorn, qui sont comme un peu fantomatiques, comme des zombies. Et puis elle est attirée par l'écran tout à coup et tout. Et je trouve que c'est super en fait. C'est excellent, quoi. C'est une espèce de scène en suspension comme ça qui t'amène. Et après, elle arrive dans cette espèce de diner où elle se croise elle-même vieille. Et après seulement, t'as Freddy qui arrive avec la pizza et tout. T'as un ensemble là d'une scène qui est vraiment formidable. Presque un peu délicate
C'est étonnant parce que il y a des scènes complètement pétées. La scène du kung-fu, elle est pétée, elle est merdique au possible, quoi, et tout. Mais en même temps, t'as cette scène-là qui est vraiment étonnante et que j'aime beaucoup, moi, dans celui-là. Et là, on parlait tout à l'heure de l'image MTV et vidéoclip. Alors là, ça y va à fond, quoi. Je veux dire, c'est pas Renny Harlin, un clip d'Aerosmith, quoi. Ouais, puis Renny Harlin, il veut vraiment iconiser son personnage. Lui-même, il le dit, il disait qu'il voulait que Freddy soit la star et c'est ce qu'il a réussi à faire, je pense. Ouais, clairement. Ouais. Bah, c'était déjà en germe dans le 3, mais là, vraiment, il l'assume. Et puis, il y a un côté débridé, c'est-à-dire que je sais pas comment il tenait, hein. Moi, c'est sur les tournages, s'il prenait des substances illicites et tout, mais en tout cas, il y a un truc où t'as l'impression que les mecs, ils ont pété un câble. Je parlais tout à l'heure du cinéma de Hong Kong, mais c'est pareil, c'est désinhibé au niveau de l'imagination. Pas tant au niveau de ce qu'ils font, mais au niveau de l'imagination. La scène de résurrection de Freddy, dans celui-là, elle est complètement délirante, quoi, en fait. Avec ce chien qui vient, qui pisse du feu sur le cadavre de Freddy. Freddy qui se reconstitue là, avec le truc à l'envers, qui est hyper bien foutu en plus et tout. Et puis il y a cette séquence dans la décharge de voiture avec qui se termine où t'es dans un décor encore une fois grandiose là, c'est presque une planète, non, si mes souvenirs sont c'est complètement dingue, en fait, de cosmos enfermé dans ce truc. Tu parlais des rapports d'échelle tout à l'heure, là on est en plein dedans, quoi. Ah ouais, c'est clair, et moi j'adore ça, en fait, c'est super, quoi. C'est hyper surprenant, quoi. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Le 4 est d'une créativité vraiment assez folle. Et chapeau, parce qu'il était aussi dans des conditions de tournage d'urgence absolue. Parce que je crois qu'ils ont filé le boulot à Harlin quand ils se sont rendus compte que c'était vraiment un cadeau empoisonné, quoi. Et ils se sont dit, ouais, ce grand Finlandais là qui est assez costaud, il va tenir le coup, il sera capable de travailler de nuit et tout. Enfin, c'est ce que dit Rachel Talalay dans les bonus en disant, bon, allez, vas-y, on le laisse faire. Ouais, c'était toujours des tournages compliqués et bon, après, au final, ça a marché parce que je crois que le film a rapporté 50 millions et je crois que Renny Harlin raconte qu'une semaine plus tard, Spielberg lui téléphonait, que ça a lancé. Lui a proposé le Die Hard 2, ouais. parce que voilà, je pense que les mecs savaient dans quelles conditions c'était fait et puis voyant le résultat, c'est... Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de Die Hard 2 parce que je pense que c'était aussi comme ça qu'ils étaient castés, ces mecs-là. C'était un peu, ils cherchaient. Alors ils n'avaient pas le pif de Joel Silver, hein, c'est pas la question, mais ils cherchaient des mecs. C'est un truc qu'on a vraiment perdu d'ailleurs. Aujourd'hui, ils cherchaient des mecs qui savaient faire des effets chocs avec la caméra. Je pense que, par exemple, Silver, c'est ça qui lui a plu chez McTiernan, en fait. C'est que quand tu vois Nomad, c'est un film qui a plein d'effets chocs. Alors après, c'est très raffiné, c'est très machin. C'est moins le cas dans les Freddy, avec toute l'affection que je porte pour les films. Mais il y a ça aussi, en fait, chez ces réals-là, en fait. Ils avaient ce sens de l'effet choc. Prison, c'est un tout petit film, mais de temps en temps, tu sens que le mec, il a cette capacité à faire des effets chocs, à faire un travelling où tu dis, oh! Et ça, c'était super aussi. C'est-à-dire que moi, ça me manque beaucoup, en fait. C'est-à-dire que je porte pas Mulcahy ou Renny Harlin, ou bon, aussi Stephen Hopkins, pour le coup, je l'aime beaucoup plus. Mais en fait, c'est cette époque du cinéma où en fait c'était la mise en scène qui était aussi dans l'argumentaire, dans l'armada du spectaculaire. C'est que tu dis, waouh, putain, ce plan il est trop bien, quoi. Cette caméra qui tourne, ce plan de Stead, ce plan de Luma et tout, il est trop cool, quoi. Et ça, c'était chouette, quoi. Peut-être qu'on peut enchaîner avec le 5. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, mais qui est complètement grand guignol, c'est le Bon Appétit Beach. Elle est folle, cette scène. Elle est incroyable, en fait. Et encore, je crois qu'ils l'ont un peu édulcoré parce qu'à cause de la MPAA, ils avaient eu des problèmes de censure sur les précédents parce que c'était un peu gore et tout. Donc, ils ont enlevé notamment une scène où je crois qu'il lui ouvrait le ventre et il la nourrissait avec ses propres entrailles. Ouais. Et je crois qu'on les voit justement dans les bonus ou dans le documentaire de 4 heures. Et c'est une scène assez folle, vraiment cette scène du repas où il la gave jusqu'à ce qu'elle explose avec le maquillage où elle raconte qu'elle passait la journée avec cette espèce d'énorme bouche et que pour manger, elle devait prendre une paille et tout. Enfin, c'est assez incroyable comme scène, quoi. Ouais, il y a ça. Et puis, tu vois, on parlait tout à l'heure, mais la mise en place, en fait, du truc, il y a ce banquet, en fait, qui annonce la scène de gavage, qui est filmé avec des lentilles pas possibles, en fait, qui déforment toutes les perspectives, qui déforment les gueules des gens et tout. C'est du genre Marie Poirier un peu mieux, quoi. Enfin, c'est complètement fou, quoi, en fait, cette séquence-là, quoi. Moi, le 5, je pense que c'est le plus pété au niveau du scénar.
C'est vraiment, alors là, le scénar, il est complètement en fait, ils ont à la masse, quoi. tourné sans scénar. En fait, ils avaient des scènes qui raccrochaient un peu les unes aux autres, quoi. Et qu'ils ont fait complètement en catastrophe. Mais alors, par contre, au niveau des mises à mort, mais c'est du délire total, quoi. C'est dans celui-là où il y a ce gamin qui se fait bouffer par sa propre moto. Et c'est pareil, en fait. À l'époque, les mecs avaient déjà vu, je crois qu'ils avaient déjà vu les Tetsuo de Tsukamoto. Ils étaient déjà sortis, je crois. Ils venaient de voir ça. Et c'est pareil, les mecs se disaient, avaient cette curiosité-là. Le cinéma américain, quand le Freddy 5 sort, il s'intéresse pas encore vraiment au cinéma asiatique. Ça viendra un peu plus tard, quoi. Mais là, ces gars-là, ils commencent en fait à avoir cette culture-là et à se dire, on peut en fait importer des choses là-dedans. On peut, je pense qu'ils voyaient les Wicked City, tous ces animés en fait complètement délirants en fait et qui travaillaient aussi cette imagerie-là et tu le retrouves en fait là-dedans. Et puis pour moi, il y a le final, enfin ce truc complètement. Mais avant ça, il y a les parties un peu moins, disons, qui ont moins bien vieilli, et je pense qu'elles ont très vite mal vieilli. Il y a la partie comic book et avec le Super Freddy qui veut parler de ça. Ouais, mais c'est généreux en même temps. Ça tente. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'à ce moment-là, c'est pour parler aux geeks, en fait. C'est toujours été le cas, non? Ouais, mais là, quand tu transformes vraiment ton personnage en papier, mais après lui avoir donné cette petite séquence où il pense avoir des pouvoirs et devenir un super-héros, un petit peu comme le personnage de Dream Warrior qui devenait un wizard. Après, visuellement, c'était difficile. Je pense que déjà sur le papier, sans mauvais jeu de mots, tu sais que c'est pas une très très bonne idée, mais je trouve que je salue la créativité quand même de se dire vas-y, on le fait, quoi. non mais c'est vrai, moi à chaque fois je me dis ils ont osé, mais vraiment ils l'ont fait, quoi. Ça tente. Ouais, ils ont un peu pété un câble là-dessus. Puis surtout, moi j'aime beaucoup sa mise à mort quand même. J'aime bien quand il est en papier et tout. Je sais pas, il y a des trucs qui sont hyper, qui fonctionnent bien. Et moi j'aime beaucoup le caractère transformiste en fait de Freddy. C'est pareil, je parlais de cohérence tout à l'heure. Pour moi, le jeu de Englund qui en fait des caisses et des caisses et des caisses et va avec ce côté transformiste, c'est la même chose, quoi. Il est juste là pour faire un show, quoi. Et pour en faire des caisses et pour se transformer et pour machin. C'est Freddy qui hey, ça y est, je me transforme en serpent et tout, quoi. Et moi, je vois une vraie cohérence là-dedans de sa silhouette, si tu veux, avec ce côté asymétrique, le chapeau, le fait qu'il soit très reconnaissable et tout, au mec qui joue avec un masque aussi, hein, mine de rien, ça aussi, ça impacte l'interprétation, quoi. Hein. Même si Englund n'a jamais été un acteur d'une finesse incroyable, quoi. Et à ce côté transformisme, moi j'aime bien, en fait, quand Freddy, ce corps, en fait, comment dire, malléable de Freddy qui est un tout petit peu posé dans le premier quand il a les bras qui s'étendent et tout, mais l'effet est pas très réussi et tout, mais l'idée est pas inintéressante. Ouais. Mais oui, mais moi j'aime ça, en fait, c'est ça aussi le rêve. C'est avoir ce truc avec les formes qui bougent, mouvantes et tout. Ce que Satoshi Kon fera merveilleusement bien, quoi. Mais il y a ça un petit peu, en fait, dans les Freddy. Moi, j'aime quand ils font ça, en fait. C'est cool. Et ça, là, on sent l'influence de Beetlejuice, qui était le vieux projet dans les tuyaux à l'époque. Et Wes Craven avait bossé dessus avec Wagner, son acolyte. Et tu as eu aussi, après, sur le 5, un responsable des effets spéciaux de Beetlejuice, je crois, sur le 5, ouais, je crois, sur le 6, je sais plus. Et tu sens que ça travaillait aussi l'imaginaire, que le serpent, par exemple, c'est une idée qu'il avait tenté de mettre dans son Beetlejuice, Wes Craven, je crois. Donc il y a cette... c'est marrant de revoir les films aussi en sachant ça. Ouais. Mais c'est des mecs qui avaient été tous nourris à la même chose, encore une fois. Je pense que le cartoon... De toute façon, je pense que le cinéma d'horreur des années 80, tu peux pas le comprendre, même le cinéma d'action, tu peux pas le comprendre sans comprendre le cartoon, quoi. Et les cartoons, je veux dire, quand tu vois des Tex Avery ou le Crazy Squirrel, par exemple, ils se transforment tout le temps, en fait. Ils se métamorphosent tout le temps, ces personnages-là et tout. Et ce qui leur arrive, et le côté, la façon que Chuck Jones, par exemple, dans les Bibi et Coyote, avait de rendre une action très percutante ou de travailler là-dessus et tout. Freddy est aussi l'héritier du cartoon, et tous ces mecs-là venaient de ça. Enfin, Burton aussi venait de ça et tout. Et Freddy, il y a beaucoup de cartoons pour moi. Et dedans. Ils retourneront, par exemple Chuck Russell qui fera The Mask. Après, en fait, c'est des va-et-vient entre le comics, le cartoon, le Tex Avery, le Looney Tunes. Enfin, ouais. C'est ça, c'est vrai aussi que c'était une époque où, que pour le coup vous avez peut-être moins connu, mais il y avait des frustrations sur ce qu'on représentait au cinéma.
Nous, on n'avait pas de trucs de comics, on n'avait pas de trucs comme ça. Et rien que je me rappelle voir Freddy et voir un mec avec cette musculature-là, en fait, ce côté grandiose et tout, il y avait un petit truc de satisfaction là-dedans. C'est que tout à coup, il y avait quelqu'un qui le faisait. Personne ne faisait ça en fait dans le reste du cinoche, quoi. Et ça, c'était vraiment, enfin, moi, je me rappelle qu'il y avait quand même une petite satisfaction là-dedans. Je rattrape un petit peu cette scène, Marie. Tu voulais parler de quoi sur le 5 sinon? Non, je voulais qu'on revienne. Bah, t'avais commencé à en parler et j'ai un peu retardé le truc, mais on peut parler de la fin qui est incroyable. La fin qui est ouf. En fait, ils n'avaient pas de fin, donc ils ont inventé ces décors incroyables. Ces décors incroyables, puis encore une fois, cette fusion des deux corps et tout, où ils mêlent image par image et personnages prosthétiques et mannequins, maquillage et image par image, là, dans les mêmes trucs, c'est hallucinant, quoi. Il y a un truc quand même qui est fou dans les Freddy, c'est de voir quand même la qualité du travail qui était fait, en règle générale. Il y a des plans encore qui me bluffent, hein. Dans le 3, la tête coupée, par exemple, de la mère qui parle à la gamine, ça reste quand même un sacré niveau, quoi. Pour les années 80 et tout, c'est quand même, fallait le faire, quoi. Et la fin du 5, effectivement, il y a des trucs qui sont admirables, quoi. Tu parlais de ces décors à la Escher et tout, c'est quand même des trucs de ouf, quoi. Et puis, il y a quand même la scène de la naissance de Freddy, enfin, en tout cas, comment il a été créé. Mais tu vois, je parlais tout à l'heure des plans qui impactent et tout. Là, il y a des plans, des mouvements de grue au milieu de la foule et tout. Moi, elle m'angoissait beaucoup, ces scènes. Elle est oppressante et grandiose, elle est chouette. Moi, je trouve qu'elle fonctionne hyper bien. Il est compliqué, le 5, parce que tu sens que c'est un film qui est très décousu, mais il y a tellement de choses qui sont impactantes dedans que finalement, moi, je trouve qu'il réussit à remporter la mise. C'est un peu à l'image de la saga, tu vois. Beaucoup de choses sont décousues et ça marche toujours. Enfin, il y a toujours des trucs qui sont cool, quoi. On va peut-être parler d'un Freddy qui n'a pas existé. Le 6e. Qui a existé, mais il y a une version qu'on aurait, je pense, préféré voir. C'est la version de Peter Jackson. Élodie? Bah oui, c'est vrai que donc tu avais un exécutif de New Line qui était tombé amoureux de son cinéma, donc il a fait venir chez lui pour écrire le scénar. Et on a failli avoir... Michael De Luca, non, je crois, c'est lui en fait. Alors non, c'est... j'ai plus son nom, mais... Non, je sais plus son nom. Ah bon. C'est un mec dont on a beaucoup moins retenu le nom, du coup, qui fait venir Peter Jackson à LA, qui lui fait écrire un Freddy dans lequel Freddy a perdu de son pouvoir. Il est martyrisé par les jeunes d'Elm Street qui prennent des somnifères pour le rejoindre la nuit venue et qui vont le bolosser, en fait, qui le martyrise. Et en fait, un soir, en légitime défense, Freddy récupère une de ses lames, tue un des gamins. Alors, il le met dans le coma, pardon. Et du coup, comme il dort tout le temps, il a accès à lui et il reprend des forces parce qu'il arrive à le martyriser. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de... Tu sens qu'il y a un discours sur la saga et sur le fait qu'il a peut-être perdu de son lustre ou de son effet effrayant. Et je pense que ça aurait été vraiment un super Freddy, en fait. Ah ouais, c'est clair. Il aurait été peut-être plus méta et plus intéressant que le 7e dont on parlera tout à à l'heure. Ouais, c'est clair, parce qu'en plus, en fait, ce qu'ils aimaient pas, Peter Jackson et Fran Walsh, c'était le côté formule en fait qui s'était installé. Ouais. Et je crois que Fran Walsh a jamais aimé d'ailleurs les Freddy. Je me souviens je crois que c'est dans le commentaire audio, dans le making of, je sais plus, de Fantôme contre Fantôme, où elle dit que alors je spoil Fantôme contre Fantôme, hein, mais en fait il y a un truc, non je vais pas spoiler, mais il y a un truc qui se passe à la fin avec des gros tentacules et tout, et elle trouvait que ça faisait trop Freddy en fait, et elle voulait pas en fait que Peter Jackson le fasse, mais il l'a fait quand même, quoi. Mais oui, je pense qu'il fait... En fait, c'est là où Bob Shaye est complètement idiot quand même, quoi. C'est quand même un mec qui a très mal géré sa boîte, et pourtant New Line, il y avait des trucs super, hein, mais c'est que il a pas compris que là, à ce moment-là, Freddy était devenu une formule épuisée. C'est des films qui l'ont épuisé, je pense aussi le 3, le 4, 5, surtout le 4 et 5, ça a épuisé le perso en fait. Ça l'a vidé totalement, quoi, et qu'il fallait lui donner un nouveau souffle. Et je pense évidemment, c'est sûr, Peter Jackson, il aurait fait ça. La face du cinéma d'horreur aurait été changée. Et surtout quand tu vois les films précédents qu'il avait fait, quoi. Tu dis c'était le mec idéal pour faire un. C'est clair, c'est-à-dire que le côté splatter et tout, exactement. Était incroyable. Surtout cette inventivité autour de l'effet gore qu'il y a dans Branded, qui est poussé à son paroxysme, quoi. Et ça mis au service de Freddy, donc avec en plus cet univers du rêve qui permet tout et n'importe quoi, en fait.
je pense qu'il y a un film rêvé. Je pense que ça aurait été notre préféré. Ça aurait, c'est possible. Ça aurait sûrement mis tout le monde d'accord. C'est vrai que ça aurait été incroyable. Après, je pense que ça aurait aussi complètement écrasé le reste. C'est-à-dire que la saga Freddy, on l'aime bien aussi. Enfin, c'est un petit truc abîmé quand même. Enfin, c'est pas si petit que ça, mais c'est un truc un peu abîmé, un peu cabossé. Non, puis après, c'est facile d'aimer. C'est pas très noble, les Freddy, mais ça. Non, puis c'est très facile d'aimer ce qui n'a pas existé, quoi. Enfin, oui, non, mais il y a tout un truc. Oui, mais bon. Non, mais il y a toujours un culte autour des grands films qui n'ont pas existé et tout. Je pense que le vrai truc avec la version de Peter Jackson, c'est Bob Shaye, quoi. À mon avis, ça n'aurait pas fonctionné avec Bob Shaye. Et c'est ça, en fait, Bob Shaye, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il est toujours sur le tournage. Il est, tu disais tout à l'heure, chez tout le monde. Bad Cop. Il est chiant, il demande toujours à jouer. Il joue quasiment dans tous les Freddy, il demande toujours des rôles. Sur le premier, on n'en a pas parlé, mais il a fait tourner plusieurs fins parce qu'il voulait une fin. Wes Craven dit poliment que c'était un compromis, mais bon, on sent que le compromis était surtout d'un côté et qu'il n'avait pas vraiment de choix au final. Et c'est vrai qu'il avait vraiment une mainmise sur Freddy, et on en parlera peut-être aussi après, mais y compris sur le fait de la décliner en série, sur vraiment, traire la vache, vraiment, c'est la vache à lait qu'on traite au maximum, quoi. Ouais, à fond. Et puis, mais c'est devenu son surnom à Freddy, mais c'est lui qui a bâti New Line, en fait. Hein. Et New Line, on sait ce que c'est devenu derrière et tout. Donc, et d'ailleurs, là, on parlait de Peter Jackson. Sans cette tentative-là de scénario de Freddy, il n'y aurait peut-être pas eu Le Seigneur des Anneaux, en tout cas pas sous la forme qu'on connaît, pas avec New Line. En tout cas, il y a eu une connexion aussi qui s'est faite à ce moment-là. Donc il y a eu un premier rendez-vous raté, mais le deuxième l'était pas. Bon, après, Le Seigneur des Anneaux, c'est encore un autre truc, et le rapport à New Line était encore différent, mais c'est vrai. Et c'était bizarre, ce studio, parce que il a créé aussi son identité autour de Freddy. C'est-à-dire que ce qu'il faisait derrière, en tout cas une partie, essayait de s'inscrire dans cette lignée-là. Et encore une fois, très étrangement, hein, aucun autre film d'horreur n'a réussi à marcher sur ces traces-là. Par exemple, un truc qui vient pas de New Line, mais un film comme Killer's Clowns from Outer Space des frères Kyodo, que j'aime bien ce film-là et tout, mais c'est pas du tout à la hauteur d'un Freddy. C'est pas aussi bizarrement, alors qu'ils avaient moins de contraintes, hein, les frères Kyodo, au niveau liberté, hein, parce qu'au niveau financier, ils avaient vraiment très peu d'argent sur ce film, mais c'est pas aussi fou, c'est pas aussi inventif, en fait, c'est pas aussi débridé que les trois Freddy que j'aime beaucoup. Et du coup, on va parler du vrai 6. Finalement, c'est Rachel Talalay qui l'a réalisé. Lodi, dis-nous, qui est Rachel Talalay? Toi, tu as fait sa biographie tout à l'heure en off. Ouais, alors je vais la faire. C'est, en fait, elle a commencé en gros comme comptable dans la production des films. Et c'est un truc dont on a déjà parlé, hein, puisque David Chaskin, le scénariste du 2, lui, il était au département de je sais plus quoi, genre de la vérification des copies 16 mm, quelque chose comme ça. En fait, ils font monter des gens qu'ils ont sur place, ils embauchent des réals qui sont pas forcément en odeur de sainteté comme Rémi Harlin qui était voilà. Et au final, petite boîte, et au final, donc elle était, en fait, elle a travaillé sur la saga Freddy depuis le début. Donc du coup, en parallèle du scénar de Peter Jackson, elle travaillait sur, il y a eu un autre scénario qui a été écrit et elle a demandé à le réaliser. Et du coup, ils ont abandonné ce petit arc de 3 films des Dream Warriors pour se concentrer sur les démons du rêve, sur une espèce de nouvelle, de nouvelles explications de la mythologie. C'est un truc qui revient aux origines, non? C'est ça. En fait, dans le 6, elle a elle-même écrit son scénar, qui m'a été décrit comme un mixte entre Twin Peaks et un peu Carnival of Souls. Donc, et sauf que c'était pas très convaincant. Et donc, elle a appelé à la rescousse De Luca pour qu'il l'aide. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant dans le 6, c'est qu'on sent vraiment les germes de l'antre de la folie, quoi. T'as la ville dont tu peux pas t'échapper, t'as les personnages avec qui ont une attitude un peu étrange, le côté labyrinthique. Tu sens sa patte à lui, en fait. Ouais. Mais c'est tellement timoré, non? Non, mais c'est clair. C'est coincé du cul, celui-là, quoi. En fait, tout à l'heure, on en parlait, on disait qu'il y avait une scène, toutes les deux, qu'on sauvait. Si tu veux peut-être. Ouais, c'est la mort de Carlos qui est le personnage sourd d'une oreille parce qu'il s'est fait tabasser par sa mère. Puisque c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un film qui dit avoir abandonné l'arc des Dream Warriors, mais en fait il essaie d'en reprendre les codes. Donc quand pour une raison complètement pétée au niveau du scénar, la psychologue ramène le gamin à Springwood pour essayer de lui faire retrouver la mémoire, t'as 3 gamins qui se sont planqués dans le van, qui sont disons les Dream Warriors du 6, quoi. Des jeunes qui étaient en centre
de redressement, enfin de. Oui, enfin c'est un peu le même pitch. Ils sont dans un autre type de centre, mais c'est un peu les Dream Warriors de Wish, quoi. Et donc t'en as un qui est sourd d'une oreille parce qu'il se fait tabasser par sa mère, et il y a la scène en fait on va dire de torture sadique qui a un super sound design qui est vraiment très chouette, où Freddy fait tomber des clous, d'abord un, et puis il y a ce truc, on a de nouveau du body horror comme on avait dans le 5 avec la moto, mais là c'est son appareil auditif qui colonise son oreille et puis qui amplifie tout, et donc au niveau du design, du sound design, tu as des trucs très malins, et puis après il fait bien sûr crisser sa griffe contre un tableau de craie, de tableau noir, tout en étant très cartoonesque en fait. Voilà. Mais du coup il y a des problèmes de ton, parce que tu parlais de la volonté de faire un film à la Twin Peaks qui était revendiqué, mais en même temps un personnage de Boogeyman qui arrive en faisant des trucs un peu à la Tex Avery, et il y a un truc qui marche pas, quoi. T'as des scènes aussi qui sont anti-spectaculaires, la scène du jeu vidéo. En fait, tu rigoles à la fin avec le Power Glove, et c'est un peu un soulagement, mais t'es gêné pendant toute cette scène. Elle est affreuse, cette scène. Ouais, on parlait déjà, moi, dans le 5, commence la scène de la BD qui me gêne, mais alors celle du jeu vidéo. Elle est vraiment pétée. Tu trouves celle de la BD, tu la trouves bonne. Si tu les regardes dans l'autre sens, tu te dis c'est mieux, mais. Non, puis c'est très coincé, c'est-à-dire que Rachel Talalay, elle est celle qui fera Tangirl aussi, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pareil, Tangirl, je me rappelle, c'était incroyable parce que tu te disais, surtout quand tu connais un peu le comics, tu te disais, bon bah là, vas-y à fond, mets-nous du fisheye là, vas-y, fais-nous des mouvements de caméra de dingue, il faut que tu pètes un câble, quoi. Et elle est très sage, moi, je trouve. Et puis, elle est dramatiquement sage, en fait. Et pareil, tu vois, elle dit, je veux faire un truc à Twin Peaks. Enfin, si, ils sont juste un peu bizarres. Non, mais ils font citer Twin Peaks par un des personnages au cas où on n'est pas, tu vois, genre quand c'est hyper embarrassant. Quand on arrive à le faire citer et que tu n'arrives pas à le montrer. Et si la fin se fit, enfin, voilà, c'était titré Freddy's Dead, quoi. Donc c'était vraiment présenté comme ça y est, c'est fini. C'est la fin, en français, et la fin de Freddy, mais elle est anti-spectaculaire par rapport au précédent, en fait. C'est-à-dire que t'as un plan avec des maquettes et quelques incrustes et tout, je me rappelle, un peu bizarre, quoi, tu vois, t'as une entrée avec des statues, enfin des hauts-reliefs plutôt qui prennent vie et tout, mais c'est mou, quoi, tout ça. Il y a très peu d'idées, c'est très peu généreux, en fait. Et il y a une espèce de tristesse, je trouve, là-dedans. Puis c'est une triste fin, quoi. Ouais, puis voir Freddy en humain avant et tout, je trouve que c'est pas une bonne idée, moi. Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'ils veulent faire le chapitre final, ils se disent il faut qu'on explore tous les arcs et tous les trucs, qu'on clôture tout. C'est pas une bonne idée du coup, il y a une espèce de volonté de détendre la backstory de Freddy avant de le tuer. Donc, il y a un flashback où on voit Robert Englund, du coup, sans masque, son origin story, en fait. Et on le voit, du coup, avec sa femme, avec sa fille. Et son papa, c'est Alice Cooper. Oui, c'est vrai. Il y a Alice Cooper. Et du coup, il y a tout ce truc-là un peu raté, quoi. Enfin, où vraiment, tu dis, ils ont voulu faire un pot pourri. Et c'est littéralement pourri, quoi. Je pense que c'est déjà de base une très mauvaise idée de raconter la naissance de Freddy, comment il a été. Et ce qui était bien, en fait, dans le film de Hawkins vis-à-vis de ça, c'est que c'était surréaliste. C'est-à-dire, la bonne a été violée. Voilà, c'est un truc presque de conte de fées. Tu dis, ça peut pas exister dans la réalité, ça. Et là, en fait, tu le ramènes à des trucs très terre à terre. C'est ça qui est triste, je trouve. Psychologisant. Ouais. Rachel Talalay, en fait, c'est que tu te dis tout à coup, je suis dans n'importe quel slasher un peu. Et c'est bizarre parce que pour quelqu'un qui était là depuis le début de la franchise et de la saga, faire quelque chose aussi terre à terre, comme tu le dis, alors que pour le coup, les autres réalisateurs disent souvent qu'ils n'avaient pas vu les Freddy précédents et ils ont réussi à en faire quelque chose de pas toujours réussi, mais au moins un peu fou. Et elle, en fait, comme tu dis, a fait quelque chose de très sage et de très triste, quoi. Surtout pour un final. L'impression qu'elle me donne, Rachel Talalay, c'est qu'elle est très gentille, quoi. Et je suis pas sûr que tu puisses faire un Freddy en étant très gentil, quoi. À mon avis, tu peux pas. Les conditions de production sont telles que. Et c'est vraiment l'impression qu'elle donne. Elle a l'air absolument charmante, quoi. Elle a l'air vraiment bienveillante et tout, quoi. Et j'ai l'impression que ça marche pas, en fait. C'est dans la dure loi des Nightmares, quoi. Ça marche pas, quoi, ça. Et du coup, bon, c'est quand même un Freddy qui essaie d'innover encore. Donc, il y a ce passage jeu vidéo, il y a ce passage 3D. Vraiment, le final, là, en 3D qui est. Mais 3D, qui est atroce, anaglyphe. Ouais. Avec les deux caméras, les deux machins et tout, et qui est pourri. Et c'est pareil, je pense que c'était une très mauvaise idée, c'est-à-dire que ça leur avait coûté quand même très cher
de louer les caméras, d'avoir des effets spéciaux en 3D. C'était hyper compliqué d'avoir des plans composites en 3D à l'époque, intégralement optique et analogue. Et je pense que c'était une erreur, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait mieux fallu qu'elle nous fasse une mise à mort un peu plus rigolote avec de la mousse de latex et tout ça, que de faire un truc comme ça. Là, c'est pas payant, ça marche pas, quoi. C'était vraiment une grosse déception, ce film. Vraiment, c'était vraiment nul, quoi. Ouais. Et t'aimes bien quand même, toi? Non, ouais. non, c'est celui que j'aime le moins. Mais on se disait qu'en fait, on sauvait tout à l'heure en off, on se disait qu'on sauvait cette scène. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que quand je l'ai revue, je me suis dit, bon, c'est vrai que celle-là, elle marche. Et il y a 2-3 trucs un peu rigolos dans ce film-là, quoi. Non, mais par contre, le parallèle avec l'entre de la folie, j'avais jamais réfléchi, mais c'est vrai, t'as raison. Hein. C'est clairement là, quoi. Et donc, le dernier de la saga, bon, avant le remake, avant le versus Jason. T'aimes bien, toi, alors? Je sais pas ce que t'en penses, en fait, Marie. Allez, on t'écoute. Donc, le suivant, c'est le vrai retour de Wes Craven. Ouais. La réconciliation. Ouais, en fait, c'est ça. Mais c'est exactement ce que j'avais mis dans mes petites notes. C'est le film de la réconciliation. En fait, Bob Shea l'a appelé, ce qui est déjà assez étonnant venant de Bob Shea. Parce que quand Wes Craven raconte ça, tu dis, tiens, c'est fou qu'il ait fait un pas vers lui. En fait, donc, ils avaient tué Freddy et ils avaient même fait toute une promo autour des funérailles de Freddy. Il y avait beaucoup de promos aussi autour de la sortie des films. Hein. Mais du coup, ils ont dit ouais, il est peut-être pas tout à fait mort si tu veux revenir. En fait, ils se sont vus parce qu'il avait vu dans des interviews que Wes Craven n'était pas content d'avoir été dépossédé de la franchise et de rien toucher sur les films suivants et tout. Donc, ils ont négocié, je crois, un pourcentage sur tout ce qui venait de la saga, et un nouveau film. Donc du coup, moi, ce film, je l'aime bien. Je pense que je l'aime bien parce que je crois que c'est le premier que j'ai vu des Freddy, en fait. Et moi, je l'ai vu au moment où j'ai découvert... non, même pas. J'étais trop jeune pour le voir en salle. Mais je crois que je l'ai vu à l'époque, je pense, dans le petit trafic de VHS qu'on se faisait dans mon collège, parce qu'on n'avait évidemment pas le droit de regarder ces films-là. Et donc, c'était des trucs que je regardais chez moi quand mes parents n'étaient pas là. Et je crois que j'ai découvert celui-là en même temps que Scream. Et du coup, pour moi, il y avait un truc très logique, parce qu'en fait, ce film-là, c'est un peu le chaînon manquant entre Freddy et Scream, entre le slasher et le néo-slasher, entre le cinéma d'horreur premier degré et le cinéma méta, en fait. Pour moi, c'est même pas le chaînon manquant. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'ai vu Scream, je me suis dit, mais il me l'a déjà fait, ça, en fait. Il me l'a fait dans Freddy sort de la nuit. Il a une petite nuance, c'est que ce film-là, d'ailleurs, il s'appelle pas Freddy, il s'appelle Wes Craven's New Nightmare. Ouais. En français, je sais pas quel Freddy sort de la nuit. Mais voilà, donc c'est vraiment, jusque dans le titre, il y a la réappropriation de Wes Craven. Et en fait, donc lui, il a une petite nuance entre Scream et celui-là. Il dit que celui-là, c'est un film avec des personnages qui font des films, et le suivant, c'est des personnages qui regardent des films. Oui, mais c'est la même chose. Après, c'est pas lui qui a écrit le scénar de Scream, tu vois. C'est le truc méta à fond et tout. C'est le début du méta, quoi. Ouais, après... Mais tu voulais peut-être parler, le Nino. Ah non, moi, je l'aime pas trop. Moi, je sais, et de façon très prosaïque, moi, j'ai deux énormes problèmes avec ce film. Le premier, c'est qu'il a relooké Freddy. Et c'est pas du tout une réussite, c'est même une catastrophe. Le rendre plus massif, en fait, avec ce grand manteau et tout. Alors déjà, il est moche comme tout, bon, ça c'est très subjectif et tout, mais l'idée de le rendre plus massif, alors je trouve ça complètement con. Non, ça servait à rien, je suis d'accord. Et ça marche pas, en fait. Et en fait, oui, moi je me suis rendu compte que c'est le premier Freddy que j'ai vu, et que c'était celui que j'aimais le moins physiquement, quoi, parce qu'en fait, les effets spéciaux, t'es dans une autre ère technologique, et ça perd son charme. Et ça marche pas du tout, c'est-à-dire qu'il s'est engouffré totalement là-dedans, le Wes Craven dans le numérique émergent, quoi. Et quand t'avais pas les moyens à l'époque, c'était très embarrassant. Donc là, tu te tapes des morphings dégueulasses, tu te tapes des incrustes qui piquent à mort, là, surtout la scène où il traverse dans l'autoroute et tout, là. Ça, c'est la grosse scène du film, mais elle est complètement pétée, quoi. Et je trouve, et c'est là aussi où tu vois que Freddy est quand même devenu autre chose que ce que Wes Craven en a fait et aurait pu en faire. C'est que quand t'es dans les séquences de rêve ou d'imagination et tout, c'est quand même hyper pauvre. C'est pas généreux son enfer à la fin et tout, quoi. C'est cheap, quoi. En fait, t'as l'impression que t'es dans un resto, tu sais, gréco-romain antique, là. C'est ridicule, ça marche pas du tout, quoi. Ouais. Il a un peu cette volonté de essayer de rendre Freddy effrayant à nouveau, mais je pense qu'il est trop occupé à essayer de raconter un truc méta en faisant jouer leur propre rôle aux acteurs, qui passent à côté de l'essentiel, je pense, de Freddy. Mais je pense que pour lui, c'était tu vois, c'était pas Freddy's Revenge, c'était Wes Revenge, tu vois, où vraiment il essaie de
prendre sa revanche sur le film, enfin sur la saga, quoi. Il y a toujours ce truc chez Craven qui est hyper bizarre, quoi, pour moi, en tout cas, qui suis pas un fan du mec, c'est qu'il y a toujours un truc où tu te dis, ah putain, ça aurait pu être génial, quoi. Ouais, et il y a une scène, moi, que j'aime beaucoup enfin, c'est pas que j'aime beaucoup dans Freddy sort de la nuit, mais je me dis, là, il y a du super potentiel, qui est cette scène quand elle va le voir, lui, quand lui, il joue son propre rôle, et quand elle lit le scénario, où le scénario, en fait, se déroule en même temps que tu assistes au film. Et là, je me dis, putain, mais saisis-toi de ça, en fait. L'idée, elle était là. L'idée, elle est géniale, elle est super, quoi, et fait quelque chose. Et en fait, bizarrement, il en fait rien. C'est-à-dire qu'il y a juste un truc où elle joue son propre rôle, Eva Langenkamp, puis il y a ce truc où elle est interviewée dans le talk show et tout, mais c'est pauvre, c'est cheap, en fait. En fait, il y a ce truc où elle est harcelée par Freddy, et lui, il a voulu faire ça parce que dans la vraie vie, elle avait été harcelée par un fan et tout. Mais moi, en fait, je suis très ambivalente sur Wes Craven parce que je trouve qu'il a inventé, enfin, c'est pas que je trouve, c'est qu'il a inventé deux des boogeymen et des personnages horrifiques qui sont un peu dans le top 10, voire 5-6, tu vois, avec Freddy et Ghostface. Mais en fait, c'est toujours des bonnes idées, mais l'exécution, elle est toujours un peu à côté, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas un très grand réal, quoi. Non, je pense, et même les Scream, moi, j'aime beaucoup le premier, mais c'est vrai qu'après, il est occupé à parler de films qui parlent de films, à faire des films dans le film, et il passe à côté de plein de trucs de son film à chaque fois, je trouve. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve encore, c'est un peu comme le Rachel Talalay, mais sur autre chose, c'est que je trouve qu'on se retrouve encore une fois avec un mec qui est un peu coincé et qui pose en fait les concepts, qui a cette idée-là, qui était intéressante. Quand le Freddy sort de la nuit, dans mon souvenir, il a eu un super accueil critique, y compris dans Match, je crois, si mes souvenirs sont corrects, quoi. Mais je crois me souvenir aussi que c'est à partir de ce moment-là où Wes Craven a été figuré dans les cahiers du cinéma, où je pense que c'est le côté méta, évidemment, sûr, qui parce plaît que le toujours mec, à la critique. déjà, voilà, il y avait un truc et tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en fait, en fait? Encore une fois, qu'est-ce qu'il en fait? À quel moment ça intervient vraiment, par exemple, dans le final, avec le gamin? Ça n'intervient pas, en fait. C'est-à-dire que tu pourrais te retrouver dans le Freddy 6, 5 ou 3, ce serait la même chose. C'est-à-dire que finalement, il l'amène pas, il fait pas fructifier son idée, quoi. Et moi, ça a toujours été ma frustration chez Craven, dans La Colline à des yeux, dans tous ces films, en fait, où tu te dis, putain, il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte les fruits de ce que lui, il a planté, quoi. Du coup, est-ce que c'est peut-être, je connais la réponse, mais c'est sûrement une bonne chose que la saga lui ait échappé? Moi, je pense, oui, complètement. Je pense aussi, ouais. C'est vous les fans de Wes Craven? Arrêtez de dire ça, tout le monde me colle une étiquette de fan de Scream. Moi, sincèrement, évidemment, ouais, bien sûr. Ouais. Mon Freddy préféré, c'est le 3e, donc la réponse est oui. C'est de Badalamenti, c'est dans le 3e? Dans le 3e, et de Dokken aussi, au groupe de Hard Rock. Voilà, ouais. Voilà. Non, oui, voilà, et c'est... tu vois, c'est pareil, pourquoi avoir changé le maquillage, quoi, de Freddy? C'est hyper bizarre, pourquoi faire ce truc avec les corps? Je pense que c'est un truc de réappropriation mal placé, quoi. Ouais, c'est hyper bizarre ce qu'il a voulu faire avec ce film, quoi. C'est vrai que c'est ça, ouais. Il y a un truc... Mais oui, je pense qu'il a... C'est super que la saga lui ait échappé, que les autres... En fait, que ce soit des jeunes mecs des films qui sont des acharnés, affamés, en fait, qui prennent le truc. C'est ça aussi, les Freddy, à tous les postes. Les directeurs de la photo, les mecs des FX et tout, c'est ça aussi. C'est ça aussi qui a nourri en fait cette saga, quoi, étonnante. Et puis que t'aies des gens différents qui impulsent leur névrose et tout, comme le scénario de Leslie Bohem pour le 5. Tu vas avoir des gens comme ça qui vont mettre des thématiques, donc sur l'accouchement, on en parlait tout à l'heure. Tu vas avoir des gens qui vont, où on a longuement parlé du 2, sur le fait d'être outé. En fait, c'est intéressant que Freddy, parce que la saga a échappé, ou s'est constituée, on va dire, en dépit de Wes Craven, qu'elle ait permis comme ça à plein de gens de l'investir. Oui, et puis tu parles justement des gens qui vident leur sac dans le film, mais c'est le personnage, je pense, qui permet ça. Qui fait appel à ça. C'est en lui, c'est l'utilité même de... Tous les monstres ont leur utilité, et lui, je pense que son utilité, il sert à ça, en fait, aussi. C'est un test de Rorschach, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu vois dans les brûlures qu'est-ce que tu vois dans les brûlures de Freddy? Je vois un papillon qui est en train de butiner une fleur. Est-ce qu'on parle
Jason versus Non, moi j'ai décidé qu'on n'en parlait pas. Mais alors moi, juste pour pas... dire un truc, c'est que j'étais déjà mad, moi, quand ce film est sorti. Et je l'attendais un peu parce que moi, j'aime beaucoup son Chucky, par exemple, à Ronnie Yu. Je suis pas loin même de penser que c'est le meilleur des Chucky et tout. Ouais. Et la fiancée de Chucky, ouais. Et que j'adore Ronnie Yu. Moi, je l'ai découvert avec la fiancée aux cheveux blancs, enfin, comme beaucoup de gens, je pense, j'imagine, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont aussi des films qui doivent leur vitalité, leur folie et tout, à ce qui se passait à Hong Kong. Moi, je m'attendais à ça, en fait. Je me suis dit, putain, Ronnie Yu qui fait un Freddy. Moi, Ronnie Yu qui fait un Jason, je m'en fous. Mais Ronnie Yu qui fait un Freddy. Et en fait, bizarrement, le personnage qui s'en sort le mieux, je trouve, dans ce film, qui est tout pourri, quoi, vraiment, hein, c'est Jason, en fait. Jason, ouais. C'est très bizarre, en fait. Tu dis, ah, c'est Jason qui s'en sort le mieux. C'est quand même bizarre, quoi. C'est Freddy, quoi, je comprends pas, en fait, qu'il y ait ce rendez-vous manqué. C'est-à-dire qu'il a réussi à choper un truc avec Chucky. Il en a fait autre chose et il en a fait quelque chose qui est formidable et tout. Mais et je m'attendais à ce qu'il fasse la même chose en fait avec Freddy. C'est un énorme rendez-vous manqué quand même pour moi ce film. Mais en fait lui-même je crois qu'il dit un peu comme les réals de Freddy, qu'il les avait pas spécialement vus avant, qu'il s'en foutait un peu et t'as l'impression qu'on lui a imposé des choses, il a pas vraiment cherché à... C'est très sage, c'est pareil. Hein, ouais, ce film, mais en fait je pense que genre, je sais pas si c'est encore Bob Shaye qui a imposé des trucs, mais il a pas cherché à batailler, il y a pas vraiment eu de... Mais c'est un film qui était coincé en development hell pendant très longtemps. Il y a eu des projets même de Freddy versus Ash versus Jason, enfin une espèce de pot pourri. Il y a eu ça, et puis Rob Bottin a très longtemps travaillé sur le film, hein, notamment, tu vois, et ce qui aurait été logique, je sais pas du tout ce que ça aurait donné. Je sais pas ce que Rob Bottin aurait donné en réalisateur, et c'est peut-être pas plus mal qu'il ait fait, j'en sais rien, quoi. Mais de toute façon, c'est vrai que ce film c'est marrant ce que tu dis sur Bob Shaye, c'est que on a parlé tout à l'heure de Bob Shaye, mais ça m'a fait penser à un autre truc, c'est aussi le père abusif en fait Bob Shaye de Freddy, quoi. C'est un truc comme ça, hein, c'est vrai. Hein. C'est que c'est un enfant qu'il a aussi maltraité, quoi. Et quand il a réussi à s'exprimer, ce gamin-là, c'était un peu à l'insu en fait de Shaye, quoi. Et tous ces mecs-là, ils ont dû batailler contre Bob Shaye, imposer des choses contre lui et aussi je pense que les films étaient ce qu'ils étaient parce qu'ils étaient faits dans une telle urgence que de toute façon tu pouvais pas changer les trucs, quoi. T'avais pas le temps, c'était voilà. Ouais, pour en revenir sur ce crossover que tout le monde attendait et que personne n'a voulu. Ça a quand même tué aussi un peu la saga. Enfin, ça avait bien marché, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je sais même plus, mais en tout cas, il s'est fait défoncer par la critique. Ouais, c'était et surtout, c'est un projet qui était très compliqué, donc il y avait des problèmes de droit pendant très longtemps. Je crois qu'il y a eu une quinzaine de scénaristes qui sont passés sur le scénario. C'est vraiment, en plus, moi, je le vois vraiment, je le revois pas quand je revois les Freddy, parce que déjà, il est pas bon, mais en plus, parce que pour moi, c'est pas un Freddy, c'est vraiment un Vendredi 13, en fait, puisque Freddy est ramené dans la réalité, qu'il n'y a plus de scène de rêve, en fait, ça devient un peu un slasher lambda qui, moi, m'intéresse pas, quoi, avec des personnages d'ados débiles, un rip-off de deux personnages là qui ressemblent à Jay et Silent Bob, enfin, il n'y a rien qui va. Il y a même un petit côté de suiveur, en fait, c'est qu'il y a Catherine Isabelle, si mes souvenirs sont bons, dedans, et en fait, tu sentais que les mecs s'étaient dit, ah tiens, il y a Ginger Snaps, là, qui fait parler de lui, on va récupérer cette lunette-là, quoi. Il y a Kelly Rowland des Destiny Child, il y a vraiment le côté, en fait, il y a vraiment le côté néo-slasher avec les... T'as un sosie de Josh Hartnett où tu sens, ils l'ont pas eu parce qu'il était allé faire un Halloween et t'as ce côté-là, ouais, où le casting, on parlait du casting du 3 qu'on aime beaucoup, là c'est l'opposé des personnages attachants, quoi. C'est des têtes un peu connues de l'époque, comme dans le néo-slasher où on met en avant des jeunes acteurs. Je pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est que, encore une fois, Freddy est un personnage des 80s, quoi. Ouais, et t'as une meilleure qualité d'acteur. Il a grandi, il est né avec cette décennie-là, il a grandi avec cette décennie-là, et il est mort avec cette décennie-là, en fait. Hein. C'est-à-dire que le film de Rachel Talalay, qui annonce vraiment le déclin de la saga, et le film de Wes Craven et celui-là, c'est Freddy aussi, quand il sort au début des années 2000, finalement, il a plus vraiment sa place. C'est plus cette époque-là horrifique. On n'est plus du tout là-dedans dans le cinéma d'horreur. On n'est plus du tout là-dedans au niveau des FX et tout. Il aurait fallu un mec qui ait une vision très forte pour réussir à relancer le personnage à ce moment-là, quoi. Et pourtant, ils ont quand même essayé de faire un remake dans les années 2010, qui est lui aussi assez horrible et qui s'inscrit un peu dans toute la vague des remakes là, du début des années 2000, qui du coup est un film réaliste entre guillemets, mais qui n'a plus du tout ce côté fun et tout, qui a vraiment le côté un peu gritty, un peu méchant, un peu dur, mais qui marche pas du tout. Est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour en parler? Élodie?
Non. Mais en fait, moi, j'ai très peu de souvenirs du film. Tu l'as revu, Élodie? Oui, Toi, tu l'as revu. Allez, vas-y. Non, mais en fait, oui, il y a cette idée de vouloir. Nancy, c'est une ado gothique, c'est Rooney Mara. J'ai détesté le tournage, je crois. Elle a dit dernièrement que c'était un souvenir horrible pour elle. Quoi. Ouais, bah écoute, ça se sent. Ouais, c'est vrai. Il y a pas de vitalité, en fait. Il y a cette idée de, on va tout assombrir. Alors, ça commence dans le diner, justement, alors qu'on a bien connu avec les séquences dont tu parlais. Donc, elle travaille dans le diner. Tu pourrais avoir comme ça des lieux, retourner sur des lieux de Freddy, mais en fait, tout est un peu dans cette photographie super sombre. Et tu as ce gamin qui s'ouvre la gorge et c'est lent. C'est un film qui est assez lent, qui est pas très généreux et qui est tout le temps dans cette espèce de tristesse. Même Freddy, en fait, te fait pas sourire, pas du tout, puisque c'est pas le même acteur déjà. Peut-être qu'il faudrait. J'ai pas commencé par ça, mais oui. C'était l'essentiel, je pense aussi. Peut-être des problèmes, c'est que il a pas la même voix, il a pas le. Alors, il s'en sort bien. C'est difficile dans tous les cas de passer après. England, quoi. Il n'est pas ridicule en fait, mais on est dans une autre ambiance et ça a plus son charme et visuellement aussi les effets. Enfin, ça y est, on a perdu Freddy, moi je trouve. Ouais, puis ils ont le seul truc qu'ils assument vraiment, c'est d'en faire vraiment un pédocriminel comme c'était le truc à la base dans le premier. Du coup, il y a un truc vraiment sale, mais qui est plus sale rigolo comme on pouvait avoir dans le premier, là, qui est juste sale dégueu, enfin vraiment sale. Et aussi, je trouve que les scènes de rêve, ils font des espèces de micro-sommeil, de micro-sieste, quoi. Et je pense qu'ils prennent un peu le film à l'envers, où ils se disent, bon bah là, il nous faut une attaque de Freddy, donc il faut que le personnage dorme, donc on va le faire dormir maintenant. Et en fait, on se retrouve avec des scènes complètement débiles, où les personnages sont en train de marcher dans un couloir de lycée, comme on a déjà eu dans les autres Freddy. Ils ont une apparition, enfin un des deux a une apparition de Freddy, et l'autre, tu mets un coup de coude pour le réveiller, il lui dit, mais tu dors debout. Et ça n'a aucun sens, personne ne s'endort en marchant dans un couloir de lycée. Idem, il y a une scène où un des personnages s'entraîne, il a son entraînement de natation et il tombe au fond de la piscine. Enfin, il arrive du coup en slip de bain avec ses petites lunettes de plongée autour du cou. Il arrive dans une espèce de décharge là pour voir les origines de Freddy et tout, alors que en fait il s'est à moitié noyé. Enfin, il a à moitié perdu connaissance. Vraiment, on cherche le moindre truc où la personne peut perdre connaissance et ça marche pas du tout parce que c'est vraiment fait à l'envers pour générer des apparitions de Freddy un peu aléatoires, quoi. Mais c'est un film qui s'amuse pas dans mon souvenir. Qui est très sérieux. Ah non, il est pas fun. En fait, qui est né sur l'impulsion du succès du remake de Massacre à la tronçonneuse, qui était vraiment, en fait, qui était à l'encontre justement de tous les slashers post-Scream et tout, qui essayait de proposer un film d'horreur très premier degré, très sombre, très sanglant, très frontal, etc., quoi. Et Freddy, si tu t'amuses pas, c'est foutu, quoi. C'est pas cool, quoi. C'est pas intéressant, quoi. Et cette idée curieuse d'ailleurs de faire de son visage un vrai visage de mec brûlé avec un petit complément numérique là pour qu'il y ait une ouverture dans une de ses joues, pour moi c'est une fausse bonne idée. Ça marche pas, il marche pas comme ça en fait. Freddy, c'est un masque. C'est pas un vrai brûlé, c'est un mec qui a un masque et qui surjoue derrière. S'il y avait un petit trou, il s'en servirait pour faire passer des trucs et je sais pas quoi. C'est ça, ou alors voilà, exactement, tu fais ça, puis il crache à travers son trou, j'en sais rien, moi. Il fait des trucs, tu fais des trucs rigolos, quoi. Et là, effectivement, dans mon souvenir, quoi, encore une fois, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai pas revu pour cet épisode, désolé Marie, mais je t'en prie, on se l'est infligé déjà, ça suffit. Non, mais voilà, et c'est vrai que c'est un film qui est qui, encore une fois, qui pète pas un câble, quoi. Et si tu pètes pas un câble, c'est pas rigolo. En fait, Bob Shea avait cette expression que je trouve horrible, mais il disait qu'il fallait que les films soient comme des cheeseburgers. En fait, il voyait ça un peu comme des fast-food, et c'est un peu ce qu'il a fait avec la saga Freddy. Et là, celui-là, c'est clairement pas un cheeseburger. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un truc que t'as envie de manger, quoi. Un steak de quinoa, je sais pas. Je me sens personnellement attaquée. Mais non, pas du tout, pourquoi? Bon, donc voilà, on a fait un peu le tour de cette saga. C'est quand même 7 films dans la saga, plus le crossover, plus le remake entre 1984 et 2010. Ça fait quand même beaucoup. Et on n'a pas parlé aussi de la série. C'était le moment un peu de la Freddy Mania et ils ont décliné la saga et le personnage dans tous les sens. Donc il y a eu une série qui s'est, je crois, intercalée entre le 4e et le 5e film.
Et alors c'était une espèce son pic, quoi. Le personnage, c'était que des goodies à n'en plus finir, des posters, des magazines, comme je le disais tout à l'heure. Oui, il y a eu du merch hyper bizarre en fait. Il y a eu des masques, des figurines, tout ce que tu veux, mais des poupées pour enfants et des pyjamas Freddy. C'est vraiment très bizarre de dire tiens, on va mettre ton pyjama d'un pédocriminel avant d'aller te coucher. Début 90, hein, t'avais des jouets Aliens et Aliens de retour. Il y avait un numéro pour appeler Freddy comme tu appelais le Père Noël, quoi. C'était un peu étrange et tu te faisais insulter par Freddy en France, au téléphone. Moi, j'appelais le Père Noël, c'était nul. Et donc Freddy a fait des clips. On parlait tout à l'heure de la génération MTV et tout. Freddy a fait des clips, il était un peu partout. Et cette donc, série, la série, c'était une série d'anthologie en fait, dans laquelle Freddy était là plutôt pour introduire l'histoire. Je crois qu'il apparaît que dans quelques épisodes vraiment, et sinon il est là au début. C'est juste un gardien de la crypte. Exactement. C'était aussi un cauchemar pour les réals parce qu'en fait, il devait tourner l'intro en même temps avec Robert Englund dans un studio en même temps qu'il tournait l'épisode ailleurs, donc il courait entre les trucs. C'était vraiment des budgets super serrés. Bob Shea, en fait, il s'en foutait complètement. Déjà sur les films, c'était pas toujours le bon truc, mais là, c'était encore pire parce que c'était vraiment histoire d'avoir quelque chose qui passait à la télé et qui rappelait Freddy. Je crois qu'on leur avait dit à la base, c'était parti sur une promesse de on peut ouvrir les vannes parce que ce sera diffusé en dernière partie de soirée, et au final ils se sont retrouvés à 17h ou 18h en pleine Bible Belt, vraiment, enfin du coup il y a eu des tonnes de plaintes et c'est aussi pour ça que le 5 a été un peu adouci et qu'ils ont un peu censuré parce qu'il y avait trop de plaintes de parents concernés. Et les comics ont eu le même problème quand ils ont eu la licence Marvel en 89, je crois. Ils ont eu des plaintes vraiment des parents parce que c'est devenu trop populaire d'un coup et donc ils ont arrêté la série. Après ils l'ont repris plus tard, mais il y a eu une trêve provisoire pour des raisons de morale, quoi. Et la série, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Notamment dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui mentionne, c'est un des prods, je crois, de la série, qui mentionne que comme il était là, il a fait dire bon anniversaire à sa fille, à Freddy, je crois qu'elle faisait ses 15 ans, et Freddy lui, en plus, lance un message hyper hardcore en lui disant qu'elle ne verra pas ses 16 ans. Et ils ont fait passer ça quand même dans un programme de télévision nationale, tu vois, genre coucou maman, coucou ma chérie. Donc c'était la petite... La Freddy Mania, on va dire. Donc c'est quand même... Ça montre l'impact du personnage quand même. C'était mon point. C'était exactement mon point. Et voilà, donc je disais tout à l'heure que c'était devenu un personnage iconique au même niveau que Leatherface qui est derrière Julien, que Ghostface après. Et peut-être plus que eux, en fait. Je sais pas. Enfin, j'ai pas de Je pense que tout le monde connaît Freddy parce qu'en plus c'est un nom facile. Tu vois, Freddy Krueger. Et en fait, tu vas dans n'importe quel pays. Leatherface, c'est peut-être plus compliqué, ou Ghostface, alors que Freddy, c'est plus facile, je pense, à retenir. Je sais pas. Moi, si j'en crois mes gamins, en fait, le truc aussi, c'est qu'ils ont plus de boogeyman, en fait, comme ça, les mômes, aujourd'hui. C'est très bizarre parce que même dans les cours de récré et tout, ils parlent tous de Chucky un peu aussi, parce que c'est une poupée et tout, de Freddy, alors pas de Jason. Ça revient un peu avec Momo et des personnages comme ça de creepypasta et de légendes urbaines sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, là, c'était vraiment... là, tu vas pas au cinéma. D'ailleurs, ils essaient de le décliner au cinéma, genre le Slenderman ou des choses comme ça, quoi. Ouais, mais c'est pas pareil, quoi. Tu vois, la nonne, c'est pas pareil, j'ai l'impression, quoi. Donc, ça représentait un truc très spécifique, encore une fois, quoi, à plein de niveaux, quoi. C'est vrai que dans le mythe de Freddy, tu as la légende urbaine et l'aura qui est constitutif. Et d'ailleurs, dans certains des épisodes, dont le crossover, il y a l'idée que si t'as pas peur, en fait, t'es pas vulnérable à son action. Et je trouve que Freddy, ce qui est intéressant, et il y aura la même chose avec Candyman en 91, le film de Bernard Rose, c'est pour ça que t'en entendais parler dans la cour de récré avant de voir les films. Tu rêvais de Freddy, en fait, avant de l'avoir vu. C'est que dans le personnage, dans le mythe, t'as la légende qui l'auréole et qui donne encore plus de pouvoir aux prédateurs pour te faire du mal. Et t'as pas forcément ça sur tous les boogeymen. Enfin, je veux dire, Leatherface, t'es plus dans la chronique sociale de l'Amérique. Tu t'identifies moins aussi à ses victimes, quoi. Alors que Freddy, en fait, il peut s'en prendre à tout le monde. Il suffit que tu t'endormes. Et puis... Et puis c'est un truc universel, le sommeil, c'est très bizarre, quoi. Ouais. C'est un truc, on a tous, t'as l'impression...
C'est presque comme une mort, quoi. Enfin, c'est très bizarre ce truc quand même du sommeil chez l'humain. C'est très mystérieux, quoi. Ouais, donc tu vois dans des tableaux. C'est là aussi, encore une fois, où Wes Craven c'était très intelligent de travailler là-dessus, je trouve. C'est que c'est quand même un moment d'état qu'on a tous, quoi, et qui est très curieux, en fait. C'est très bizarre, quoi, quand tu y penses. C'est pas normal. On va conclure sur ça. On approche de la fin de l'émission. C'est peut-être le moment de faire un petit bilan et de faire nos tops. Quelle est votre scène de mort préférée dans la saga Freddy ? De mort ? Oui, ma scène préférée. Votre scène préférée ? Élodie, c'est moi qui commence ? Alors moi, c'est dans le 4. C'est une scène qui est très audacieuse, je trouve. Et c'est une idée de Renny Harlin. Et c'est une scène où les personnages vont juste prendre une voiture pour aller sauver quelqu'un. Et ils sont dans la réalité, en fait. Ils sont pas en train de rêver. Sauf que la scène se reproduit une fois et c'est exactement la même chose. Et elle se reproduit une troisième fois et à la troisième fois, l'héroïne se dit on l'a déjà vécu, ça, en fait. Et on était dans un rêve. Et j'adore cette scène. Je trouve que c'est une idée géniale. Pour moi, ça fait partie des trucs où tu vois le potentiel du concept. Cette idée de... tu peux jouer là-dessus, en fait. Tu peux jouer sur... Et surtout, quand tu le vois, c'est très étrange, en fait. Ce truc de ça se répète. Tu le lis pas tout de suite, en fait. Tu dis presque... Mais je l'ai vraiment vu, en fait. Un peu comme eux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait partie des choses que je trouve assez incroyables, en fait, dans le 4. Et qui sont parmi, je trouve, les meilleurs trucs qu'il a fait, en fait, Renny Harlin. C'est une super idée, quoi. Et j'aime beaucoup cette... J'aurais pu en citer plein, parce qu'il y a plein avec des FX incroyables et tout, mais j'adore cette idée, en fait. Cette idée de juste avoir un truc narratif cinématographique, en fait, qui brouille les cartes, qui brouille ta perception de la réalité et qui fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Ça, c'est ce qui manque cruellement dans le remake, tu vois. Ça le manque fait de faire d'être ça le manque rêve dans le rêve. Ça manque dans tous, en fait. Mais justement, ce truc... Wes Craven le faisait déjà avec la séquence du double rêve, quoi, qui est un truc qui aura été repris beaucoup après, quoi, où tu penses que t'es réveillé, mais en fait, t'es encore dans le cauchemar et tout. Mais je trouve que ça, c'est vraiment une super idée, en fait. En fait, c'est ça que j'adore, moi, dans les Freddy. C'est quand tu sais pas, en fait, encore ce moment de bascule, en fait. Ce moment de suspension juste avant que tu bascules vraiment dans le cauchemar. J'adore ça, en fait. Ce moment d'entre-deux. Ouais. C'est bizarre, mais en même temps, tu sais pas trop. Ça, c'est super. Il y a des petits glitches dans la réalité. Ouais, c'est super. Ouais. Mais bon, moi, il y a les scènes que j'ai déjà dites sur la mort de Carlos ou celle du jeune qui est Philippe, je crois, qui est manipulé par ses tendons. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, il y a ce côté, je pense que dans le cinéma fantastique traditionnel ou dans la littérature, c'est hyper déceptif quand c'est « Ah, mais ce n'était qu'un rêve ». Et en fait, Wes Craven, c'est ce que je trouve être la réussite de Freddy, c'est que c'est le contraire. Ce qui va se passer dans le rêve, ça peut en fait être complètement fatal. Donc il prend le rebours de ce truc. Toi, quand t'es spectateur et qu'on te fait une séquence de rêve au cinéma, c'est chiant quand à la fin c'est avec le héros qui se lève et qui est en sueur et tout. Parce que là, c'est des rêves trompe-l'œil où en fait tu rentres et tu commences à avoir des glitches et tu te dis dans certains, et là on pense tous à des Freddy où tu as des éléments un peu bizarres, un personnage qui parle étrangement et le personnage s'éloigne de la salle de cours et voilà, elle voit Tina se faire traîner dans le vide et ça c'est hyper intéressant. Et à la fin, ce qui va aboutir dans cette scène de rêve, ça peut être la mort, en fait, ça peut être justement le contraire de ces scènes traditionnelles du rêve au cinéma, je trouve. Tout ça ne nous dit pas ta scène préférée, Elodie. En fait, je les ai déjà dites. Ah ouais, d'accord, ok. Et toi, Marie, alors moi, c'est pareil, j'en ai plein, on en a parlé déjà beaucoup. C'est vrai que j'aime bien celle du 6 dont tu parlais. J'aime bien le Welcome to Primetime Beach parce qu'il me fait juste beaucoup rire et que c'est devenu très iconique au point où mon amie Mylène en a fait le nom de sa chaîne YouTube. Mais moi, en fait, il y a des petites scènes que j'aime bien aussi, des trucs des purs trucs de rêve, comme on disait tout à l'heure. Dans le premier, par exemple, quand Nancy monte l'escalier et qu'elle s'enfonce dans chaque marche, et c'est un truc, c'est 3 fois rien, c'est un trou dans la marche, dans la moquette, et ils ont mis, je crois, de la soupe ou je sais pas quoi dedans pour faire quelque chose d'un peu gluant. Ça coûte rien du tout à faire, mais je trouve que c'est vraiment... une idée de Bob Shea, ça. Wes Craven ne voulait pas, d'ailleurs. Ouais. Et moi, je trouve que ça marche hyper bien et que c'est vraiment une idée de rêve, en fait. Ces trucs de... En fait, quand toi, tu t'es dans un rêve, que t'arrives pas à te réveiller, que t'arrives pas à avancer ou que t'arrives pas à parler, aussi comme dans le 3, le personnage, bon, lui, il peut pas parler vraiment, mais c'est vraiment un truc de rêve où il y a une urgence, il y a un truc et tu peux rien faire et t'es ralenti. Et je trouve que là, t'as vraiment, un peu comme dans la scène de laquelle tu
parlais aussi, Julien, vraiment un truc une sensation de rêve en fait, et du coup de l'empathie pour les personnages qui sont dedans. Voilà, du coup c'est la fin de cette émission Monster Squad, de ce premier numéro. J'étais ravie de le faire avec vous, Julien et Elodie. Petit tour de table, quelle est votre actu? Où peut-on vous retrouver? Je ne sais pas, Marie. Quelle est mon actu? Quelle est ton actu, Julien? J'ai Capture Mag, voilà, c'est là où on peut me retrouver. Sur le reste, mon activité, on peut pas me retrouver maintenant. On te retrouvera plus tard. On me retrouvera plus tard, voilà, où je suis partout, je suis nulle part. On a hâte de te retrouver. T'es un peu comme Freddy, en fait. Surprise. Ouais. Retrouvez Julien dans vos rêves. Voilà, par exemple. Elodie. Sait-on jamais, mes pauvres. Elodie, où peut-on te retrouver? Moi, j'ai une nouvelle qui vient d'être publiée dans le fanzine Bifrost, qui est une revue qu'on peut trouver en librairie spécialisée SF, fantasy, fantastique et sur Internet. Une revue qui est pas, une nouvelle qui n'est pas déconnectée du cinéma, puisqu'il y a une DeLorean au centre de la nouvelle. Et sinon, je sors début décembre un roman gore qui s'appelle Bec et Ongles chez un petit éditeur qui s'appelle Zone 52 dans la collection Carnage. Et il y a une petite citation à Freddy. Donc, si les gens ont envie de diguer, voilà. Trop hâte. Et voilà, Monster Squad, ce premier épisode, c'est fini pour aujourd'hui. On espère avoir réussi à tenir le chrono qui nous était un petit peu imposé, avoir réussi à tenir sous les 2 heures. Je sais pas ce que dit Alain, merci à la technique. On n'est pas très loin des 2 heures. On n'est pas très loin des 2 heures, donc ça va. Et du coup, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle créature, une nouvelle saga. On verra ça le mois prochain. À bientôt.